Le film s'ouvre sur une bataille qui fait rage à travers une terre désolée entre deux forces, les Ascrios et les Yashisuya. Nous sommes l'année 3 sur 2010 à 7 de la dynastie Parséane. Lorsque leur allié, le royaume de Mariam, fut envahi par l'armée lusitanienne, Pars riposta immédiatement en déployant 300 000 soldats pour riposter. Sous le commandement du roi Andrew Goras Roman III, toute la force ennemie fut laissée morte sur le champ de bataille. De retour au palais royal, un jeune homme aux cheveux blancs s'entraîne au maniement de l'épée avec son maître. Encore en manque d'expérience et bien trop jeune. Le garçon est rapidement vaincu par son professeur, Varys, qui l'envoie avec rien de plus que des techniques de base à l'épée. Ce jeune homme aux cheveux blancs n'est autre que notre protagoniste et prince héritier de la dynastie parséenne, Arslan. Une fois la séance d'entraînement terminée, Arslan s'effondre de frustration pendant qu'un serviteur soigne ses blessures. Varès est non seulement l'instructeur d'Arslan, mais aussi le grand maréchal du royaume de Pars, chargé de rester dans la capitale d'Ekbatana pour protéger le prince et sauvegarder le royaume tout entier. Voyant les réticences d'Arcélin à s'entraîner, le grand maréchal lui rappelle simplement que s'il continue avec une telle attitude, il ne deviendra jamais un digne roi. Sur le chemin du retour, Arslan subit avec indifférence les conseils incessants de Varys concernant la pratique de son escrime avec plus de diligence. Après la séance d'entraînement, il sort sur le balcon, où en dessous de lui, des milliers de soldats se tiennent en formation, attendant d'être inspectés. À ses côtés se trouve la reine de Pars, Lady Tahamneh. Tous deux finissent rapidement de saluer les soldats et rentrent à l'intérieur du palais. Arslan se précipite après sa mère pour s'excuser de l'avoir fait attendre, mais la reine n'y prête pas attention, et le félicite simplement pour son dévouement à l'entraînement. Arslan veut parler davantage avec sa mère, mais la reine Tahamneh lui coupe rapidement la parole et se détourne froidement, laissant le prince profondément attristé. Sur le chemin du retour vers ses appartements, Arslan aperçoit deux oiseaux, Azrael et Sarachi, qui rentrent chez eux. Peu de temps après, Kishward, le commandant de cavalerie et maître des deux oiseaux, arrive également pour vérifier la situation. Selon le rapport, leur royaume a gagné la bataille comme prévu. Les pertes sont minimes. L'ennemi a été vaincu et les 3 Romains de l'empereur Andragora sont sur le chemin du retour. Effectivement, l'empereur revient au milieu des acclamations et de la jubilation du peuple. Derrière lui, les autres généraux sont également comblés d'éloges comme étant les hommes qui ont apporté la paix à la nation. À leur suite, les prisonniers de guerre sont escortés à l'arrière. Parmi les soldats plus âgés, il y a même un enfant, ce qui ne fait qu'approfondir le mépris du peuple pour la cruauté de l'ennemi. Une fois que l'armée entre dans l'enceinte du palais, Arslan, comme indiqué, avance à cheval pour accueillir son père. Mais l'empereur, tout comme sa mère, ne prête aucune attention à son fils. Il se dirige rapidement vers l'intérieur pour interroger Varys sur la situation pendant son absence. Les gens ordinaires, en voyant Arslan, ne peuvent s'empêcher de penser que le prince semble beaucoup trop fragile, même si bien sûr personne n'ose le dire à haute voix. Une fois la cérémonie de bienvenue terminée, Arslan quitte le palais et s'aventure dans la ville des roturiers. Ignorant les avertissements de son serviteur, il veut voir les Lusitaniens de ses propres yeux pour en apprendre davantage sur le monde au-delà des murs du palais. En chemin, il trouve les captifs ennemis enfermés dans des cages, échangés comme des esclaves. Le traitement sauvage infligé aux prisonniers et la cruauté de la population à leur égard laissent Arslan profondément ébranlé. Dans un autre coin, un groupe d'enfants du quartier ont trouvé la cage dans laquelle se trouvait le jeune prisonnier du matin. Ils veulent malmener l'enfant pour gagner les faveurs de la famille royale et prouver qu'ils sont dignes de devenir soldats. Ailleurs, Arslan vient de quitter les enclos d'esclaves lorsqu'il entend une agitation venant d'une ruelle étroite. Il s'agit du jeune prisonnier blond qui s'est échappé d'une manière ou d'une autre de sa cage, a battu les enfants du coin et a même assommé le serviteur du prince. Après avoir franchi les obstacles, le garçon prend en otage l'un des enfants. Arslan tente d'utiliser des mots pacifiques pour convaincre le garçon blond de libérer le civil, mais finit par devenir lui-même l'otage, permettant au garçon de s'échapper. Les soldats reçoivent enfin des nouvelles et se précipitent sur les lieux. Après avoir entendu les enfants dire qu'Arslan avait pris la place de l'otage pour protéger les civils, ils ont immédiatement envoyé une escouade à sa poursuite. Le commandant de cavalerie Darion, après avoir appris la nouvelle, selle également rapidement son cheval et part. De l'autre côté, le garçon blond traîne Arcélin dans les rues, mais ils finissent par se retrouver coincés au sommet d'un grand immeuble. À court d'options, le garçon tire le prince du bord et il plonge vers le bas avant de poursuivre leur fuite. En chemin, le garçon blond n'a aucune idée qu'Arslan est un prince et suppose qu'il n'est que le fils d'un noble, continuant de le tenir en otage. Mais au moment où il court, ils se retrouvent dans une impasse et sont bloqués par une girafe. Arslan parvient à attraper la tête de la girafe, tandis que l'autre garçon perd son emprise et manque de tomber. Sans hésitation, Arslan tend la main, tire le garçon en arrière
et les pousse tous les deux en toute sécurité de l'autre côté du bâtiment. Cela mis à part, Arslan est à nouveau entraîné. Il se cache dans un coin de la ville. La vie trépidante du royaume étonne le garçon blond. Mais mis à part cela, ils doivent continuer à fuir les soldats. Finalement, ils grimpent au sommet des remparts de la ville. Une fois temporairement en sécurité, Arslan demande au garçon à côté de lui pourquoi il refuse d'être esclave. Car être esclave signifie ne jamais avoir faim et pourrait même être une vie meilleure que celle qu'il avait en Lusitanie. Le garçon blond entre en colère et bat presque Arslan jusqu'à ce qu'il soit insensé. Il a rejoint le combat de son plein gré, luttant pour sa patrie, déterminé à éliminer les envahisseurs païens. Voyant qu'Arslan ne comprend vraiment pas, le garçon explique davantage. Le royaume de Pars est-il vraiment si juste lorsqu'il maintient un système d'esclavage qui prive les gens de leur dignité? Tous les êtres humains ne naissent-ils pas égaux? Leur conversation est interrompue lorsque les soldats les retrouvent et la poursuite reprend. De retour au palais, le roi, fraîchement sorti de sa victoire, se précipite chez sa reine. Mais elle ne semble éprouver aucune affection pour son mari, malgré les nombreux tissus raffinés qu'il lui a apportés. Il est clair que le lien entre eux est rompu depuis longtemps. Pendant ce temps, Arslan et le garçon sont complètement encerclés. Le garçon blond refuse de se rendre et décide finalement d'entraîner Arslan avec lui alors qu'il saute du mur et plonge dans la rivière à l'extérieur de la forteresse. Après avoir été ramené à terre par les habitants de la ville, le garçon blond abandonne Arslan, s'empare d'un cheval et s'enfuit. Du haut du mur, Darion le repère et tire son arc, prêt à abattre le cavalier et le cheval. Arslan le voit et se précipite pour l'arrêter. Finalement, le garçon blond réussit à s'échapper. Les gens ordinaires sont soulagés que le prince soit en sécurité, même s'ils ne comprennent pas pourquoi il s'est laissé prendre en otage par le garçon. De retour au royaume, les 3 enfants qui ouvrent la cage et permettent aux prisonniers de s'évader sont amenés devant Arslan. Voyant les enfants et leurs parents implorer désespérément grâce, Arslan décide de les libérer. En pensant que tant que tout le monde est en sécurité, c'est tout ce qui compte. Cela ne fait que renforcer la détermination des enfants à grandir et à devenir des soldats qui protégeront le prince. De l'autre côté, le garçon blond continue de chevaucher, déterminé à sauver les habitants de son propre royaume. Quant à Arslan, cette expérience déchirante d'enlèvement commence à lui ouvrir les yeux. Ce qu'il a lu dans les livres est très différent de la réalité du monde. Puis il voit l'endroit où étaient détenus les prisonniers ce matin-là. Chacun d'entre eux a été tué, leur corps jeté sur une charrette comme du bétail et emporté. Ce site porte un coup dévastateur à Arslan, le laissant incapable de comprendre comment fonctionne réellement son propre royaume. Réconforté par Darien, Arslan finit par laisser tomber l'affaire. De plus, il croit toujours que sous le règne de son père, le royaume de Pars perdurera pour toujours. Mais les choses ne sont pas destinées à rester aussi paisibles. Seulement 3 ans plus tard, la capitale d'Ekbatana est plongée dans le sang et le feu. Leur allié est tombé sous l'assaut des Lusitaniens et Pars fait désormais face à une grave menace. À l'automne de l'année 3 sur 2020, Arslan part enfin à la guerre à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, un autre jour ordinaire passe. Arslan s'entraîne toujours avec le grand maréchal Varys et perd toujours. Varys console le prince en lui disant qu'il s'est considérablement amélioré et que ses défaites sont simplement dues à un manque d'expérience réelle du combat. Compte tenu de l'état de paix actuel, cette expérience pourrait prendre du temps. Mais leur conversation est interrompue par une convocation royale du roi Andragoras, signalant qu'une énième guerre est sur le point de commencer. En mars, une fois de plus, l'armée lusitanienne envahit le territoire de Mariam, se préparant à lancer une deuxième invasion de Pars. Cette fois, c'est le roi lui-même qui mène à nouveau la charge, accompagné du prince Arslan, 14 ans, dans sa toute première campagne militaire. En attendant des informations avant le départ, le commandant de cavalerie Karlin rassure Arslan sur le fait que tout le monde se sent nerveux la première fois. Mais cette fois, de nombreux grands généraux marchent au combat aux côtés du grand maréchal Varys et de 100 000 fantassins. Avec des avantages aussi écrasants, la victoire est pratiquement garantie. Bien que quelque peu rassuré, Arslan ne comprend toujours pas pourquoi leur allié Myriam est tombé si vite cette fois. Leur conversation est interrompue lorsque l'oiseau Azraël revient et se pose sur le bras d'Arslan. Après avoir caressé ses plumes un instant, le prince sent que quelque chose ne va pas. Les plumes sont bien trop mouillées, même si le temps est encore parfaitement dégagé. Méfiant, le général Karlin décide d'avancer et de scalper le terrain. Malgré cela, personne ne s'inquiète particulièrement de la bataille à venir. Dans les rangs, apparaissent également les 3 garçons des années passées, prêts à marcher aux côtés du prince. De retour au camp, le temps est devenu maussade, comme on le craignait. Un épais brouillard se rapproche, limitant considérablement la visibilité. Alors qu'Arslan réfléchit à la situation, Varys s'approche pour le rassurer, lui disant que leur empereur, Andragoras Roman III,
n'a jamais perdu la bataille et qu'il devrait retourner au camp pour le moment. Mais à peine le vieil homme a-t-il fini de parler qu'un soldat paniqué arrive, rapportant que le général Darion a mis l'empereur en colère et qu'ils doivent revenir immédiatement. Craignant que cela nuise au moral de l'armée, tout le monde se précipite vers le camp. À l'intérieur de la tente du roi, Andragoras n'hésite pas à fouetter le général pour avoir osé suggérer la lâche idée de retraite. Malgré les coups, Darion insiste sur le fait que le roi doit reconsidérer l'avancée actuelle. Bien que l'armée parséenne soit extrêmement puissante, pourquoi la Lusitanie choisirait-elle de les affronter dans des plaines ouvertes où elle est clairement désavantagée? Il craint que ce soit un piège. De plus, le brouillard actuel gêne fortement la visibilité de leur armée. Un retrait temporaire pour fortifier les défenses de la capitale serait la solution la plus sage. Le roi Andragoras non seulement refuse d'écouter mais devient encore plus furieux. Il méprise l'ennemi et déclare une telle chose impossible. Darion spécule alors qu'il pourrait y avoir un espion dans leur rang, mais cela ne fait qu'exaspérer encore davantage le fier roi. Dans sa fureur, le roi dépouille Darion de son poste de commandant de cavalerie et le bannit de sa vue. Arslan et Varys entrent dans la tente à ce moment. En voyant son fils, Andragoras devient encore plus irrité et ordonne au garçon de rester caché de la bataille plutôt que de montrer son visage ici. Varys, qui est le grand-père de Darion, gifle immédiatement son petit-fils à plusieurs reprises en guise de discipline. Ce n'est qu'alors que la colère de l'empereur s'apaise et qu'il rétablit le rang de Darion. L'affaire étant réglée, tout le monde quitte la tente du roi. En vérité, il n'y a pas que Darion. Plusieurs autres généraux, et même Arslan lui-même, doutent de cette bataille. Pourtant, sur ordre du roi, ils n'ont d'autre choix que de prendre position et de se préparer au combat. En regardant Arslan partir, Darion ne peut s'empêcher de penser que l'empereur est bien trop froid envers son propre fils, comme si le garçon n'était pas du tout son enfant. Varys ne conteste pas ce point. Au lieu de cela, il rappelle à son petit-fils de jurer qu'il restera toujours fidèle et se tiendra aux côtés du prince Arslan, non pas au royaume de Pars, mais au prince seul. Leur conversation est interrompue par le bruit des corps de guerre, signalant que le moment de la bataille est arrivé. Tout le monde doit se mettre en route et se préparer au combat. Arslan enfile son casque et part avec ses soldats, prêts au combat. Après avoir entendu le rapport d'un proche conseiller sur les maigres effectifs de l'ennemi, Andragoras ne peut s'empêcher de les mépriser. Le conseiller Carlin rapporte également que le terrain devant nous est une vaste plaine plate, sans aucune colline, tout à fait propice à une attaque. En entendant cela, le roi est pleinement à l'aise. Il dégaine immédiatement son épée et prononce un discours entraînant pour lancer l'assaut. Vague après vague, des soldats chargent dans le brouillard. De l'autre côté, dès que les Lusitaniens voient l'armée parte charger, ils éclatent de sourires triomphants. Effectivement, le terrain devant nous n'est pas une vaste plaine mais un gouffre sans fond. Les troupes qui chargent, entraînées par leur propre élan, s'enfoncent dans l'abîme. La plupart sont tués ou grièvement blessés lors de l'impact. Mais ce qui le rend encore plus horrible, c'est une épaisse couche d'huile recouvrant le fond. Quelques secondes plus tard, des flèches enflammées pleuvent d'en haut. Sous les yeux horrifiés des survivants, la fosse se transforme en un enfer colossal. La situation est catastrophique, mais ceux qui sont encore en vie n'ont d'autre choix que d'aller de l'avant. Leur morale est brisée et ils sont massacrés par les forces lusitaniennes lors d'un assaut dévastateur. Le site remplit Arslan d'une pure terreur. Les soldats survivants poussent désespérément le prince à fuir, puis éperonnent son cheval pour l'éloigner de ce cauchemar. En chemin, Arslan regarde ses soldats tomber comme le blé sous la faux. Il est alors attaqué par un soldat ennemi. Sans hésitation, Arslan saute de son cheval pour combattre l'homme au corps à corps. Après un combat acharné, il tue pour la première fois un ennemi. Mais désormais, tout autour de lui est devenu silencieux. Il n'y a que des cadavres. Même si Arslan crie fort, personne ne répond. Même les 3 garçons qui l'accompagnaient depuis l'enfance ont péri sur ce champ de bataille. Ailleurs sur le champ de bataille, Darion chevauche frénétiquement à la recherche du prince. De l'autre côté, Arslan, rongé par le désespoir, entend le général Carlin l'interpeller. Comme un aveugle trouvant une canne, il court vers la voie. Mais alors que le brouillard se dissipe, Arslan est stupéfait de voir le général marcher aux côtés de l'armée lusitanienne. Carlin est le traître. Dans un autre coin du champ de bataille, le roi Andragoras, toujours en vie, apprend seulement maintenant que le général Carlin a disparu sans laisser de traces. Debout sur son cheval, Carlin attaque sans relâche Arslan, avec l'intention de tuer le prince pour éteindre complètement la lignée persane. Mais à ce moment précis, Darion charge comme une tempête, abattant les soldats ennemis les uns après les autres pour sauver le prince. Du côté lusitanien, leurs hommes se tiennent devant les flammes ardentes, jetant des malédictions sur le royaume de Pars. De retour sur le champ de bataille, Varys assume la responsabilité de protéger le roi, en voyant Darion retrouver le prince disparu. Lorsque Darion apprend que Carlin est le traître,
il est rongé par la fureur, mais Carlin affirme simplement que ce qu'il a fait était pour le bien à long terme de Pars, que le roi Andragoras devait simplement être destitué. Laissant de côté l'interrogatoire inutile, les deux s'affrontent immédiatement au combat. Après un échange acharné, Carlin se rend compte qu'il perd le dessus et se retire rapidement aux côtés des forces lusitaniennes. Darion, pensant à la situation dans son ensemble et à la sécurité du prince, choisit de ne pas poursuivre jusqu'à la mort et se précipite plutôt pour trouver Arslan et le mettre en sécurité. De l'autre côté, le roi Andragoras a reçu la nouvelle de la défaite de son avant-garde. Il semble qu'il n'ait plus aucune chance de gagner cette bataille. Varys exhorte à plusieurs reprises le roi à se retirer pour le bien de la plus grande cause, mais le fier roi refuse naturellement d'endurer une telle humiliation. Varys continue de lui rappeler les gens qui aspirent à la paix et la reine qui l'attend dans la capitale. Andragoras est rempli de rage, mais finalement, il n'a d'autre choix que d'accepter et donne l'ordre de battre en retraite. Les soldats derrière lui se retournent immédiatement, se préparant à quitter le champ de bataille et à transmettre l'ordre de retrait aux forces restantes. Cependant, la trahison de Carlin s'étend bien au-delà de lui seul. Les soldats traîtres sous ses ordres ont secrètement tué les messagers porteurs de l'ordre de retraite, puis reviennent annoncer à tout le monde que le roi Andragoras a été vaincu et a fui le terrain. L'ordre de retraite a été transformé en mensonge. Les soldats à l'arrière sont stupéfaits et remplis d'indignation. Même les généraux qui ont toujours été loyaux sont désormais furieux et se tournent vers le départ. Ceux qui sont encore fidèles au roi et ceux qui souhaitent l'abandonner commencent à s'affronter. Mais à ce moment précis, l'armée lusitanienne surgit à nouveau. Malgré leurs divergences, les deux camps décident de détruire l'ennemi avant de régler leurs propres différends. Dans la soirée, l'armée parséenne a accepté sa défaite, à en juger par le nombre de morts des deux côtés. Ailleurs, le roi Andragoras et le grand maréchal Varys, apparemment en sécurité sur le chemin du retour, tombent dans une soudaine embuscade ennemie. Un à un, les soldats sont touchés par des flèches et dégringolent de la falaise. Varys et Andragoras eux-mêmes sont également touchés. À ce moment-là, le commandant invité de Lusitania, Silvermask, apparaît et ordonne un cessez-le-feu. À partir de ces paroles, les deux hommes réalisent que tout a été orchestré et prédit par le traître Carlan, y compris le chemin même qu'il prendrait pour rentrer à la capitale. Varys dégaine immédiatement son épée, déterminé à se battre et à ouvrir la voie à la fuite du roi. Varys élimine facilement les soldats ordinaires, mais il est abattu par un seul coup de Silvermask, dont la force semble être 1000 fois supérieure à celle des grands maréchaux. Être témoin de la mort de Varys laisse Andragoras sous le choc. Il n'a aucune idée de qui est réellement ce personnage masqué devant lui. Le masque d'argent semble nourrir une profonde haine pour le roi Andragoras et ses crimes, et a apparemment attendu 16 ans pour ce jour précis. Et puis, de sa propre main, il tue le roi. Affaibli et blessé, Andragoras ne peut plus tenir le coup. De retour sur le champ de bataille, Darien emmène Arslan sur son cheval et il fuit rapidement la zone. En chemin, il trouve un soldat qui s'accroche encore à peine à la vie et se précipite pour le sauver pour obtenir des informations. L'homme sert sous les ordres du général Chapur. Avant de mourir, il leur apprend que de nombreux généraux sont tombés dans cette bataille. En apprenant que le roi Andragoras s'était retiré dans la défaite, le moral s'effondra complètement, rendant la victoire impossible. Arslan s'inquiète désespérément pour la sécurité de son père. Darion ne peut que le réconforter en lui disant que le roi est probablement toujours en vie et les deux commencent à planifier leur retour dans la capitale pour évaluer la situation. S'échapper du champ de bataille en ce moment est extrêmement dangereux, alors Darion décide de les emmener d'abord tous les deux voir Narcisse, un de ses amis. Après la bataille décisive, les soldats lusitaniens rentrent triomphalement dans leur camp en vainqueurs. Mais juste au moment où ils célèbrent, des soldats parsiens émergent de la fosse enflammée, chargeant en avant malgré leur corps engloutis par les flammes. Les soldats au-dessus leur font immédiatement pleuvoir des flèches. Depuis leur point d'observation, les commandants lusitaniens observent la scène avec un mélange de crainte et de soulagement, reconnaissant pour leur stratagème. Car dans une confrontation directe, ils n'auraient sûrement pas fait le poids. Mais le résultat ne peut pas être modifié. La Lusitania a gagné. Sur la route, deux généraux ennemis conversent. Malgré leur victoire, le général Monfrat n'en tire pas une grande joie. Son compagnon, Budouan, estime qu'ils se battent pour leur patrie et pour les soldats qui ont sacrifié leur vie lors de la bataille 3 ans auparavant. Mais à la mémoire de Monfrat, lors de cette conquête de Meriam, ils massacrèrent même des nouveau-nés et des civils innocents. Les dieux leur pardonneraient-ils vraiment? Ce qu'ils ont fait est-il vraiment juste? À ce moment-là, un soldat arrive en courant avec une bonne nouvelle. Le roi ennemi Andragoras a été complètement vaincu et tué par un masque d'argent. De l'autre côté, Arslan et Darion continuent leur voyage pour retrouver l'ami nommé Narcisse.
Narcisse était autrefois le seigneur de la province de Dalem et a été démis du conseil royal par Andragoras il y a 3 ans. Au cours d'une bataille entre 3 nations alliées, il avait libéré les prisonniers ennemis et les avait renvoyés chez eux sans en tuer un seul. En entendant cela, Arslan craint que Narcisse ne les abrite pas. Darion le rassure que puisqu'ils sont désormais eux-mêmes des hommes vaincus, Narcisse pourrait en fait être plus enclin à les accueillir. Arslan devient encore plus abattu à ces mots, mais la vérité demeure. Leur priorité en ce moment est simplement de survivre. À la tombée de la nuit, les deux décident de ne pas se reposer et d'avancer. Narcisse vit au fond des montagnes, menant une vie plutôt tranquille de peinture et de détente, bien qu'il soit un peintre vraiment terrible. Juste au moment où ils finissent de parler, un couteau de lancer vole soudainement vers eux depuis l'ombre. Il semble que ce soit le garde du corps de Narcisse. Darion reconnaît de qui il s'agit et appelle rapidement pour s'identifier. Après un moment, Viléum apparaît enfin et les conduit à l'intérieur. Bientôt, ils se retrouvent devant une maison à l'apparence modeste mais confortable. En entendant l'appel de Darion, Narcisse ouvre enfin la porte pour les accueillir. Dans la chaîne de montagnes Bachar, Narcisse et Darion se retrouvent. Darion fait avancer Arslan et présente la véritable identité du prince. Il se dirige rapidement vers l'intérieur pour se reposer pour la nuit. Au moment où Arslan intervient, il remarque les peintures réalisées par Narcisse. Ils ne sont pas différents des dessins réalisés par de jeunes enfants. Cela mis de côté, ils se mettent rapidement à table pour dîner ensemble. Au fil du repas, les trois ont enfin l'occasion de discuter longuement. Il s'avère que Narcisse était autrefois secrétaire du Conseil royal et avait conçu de nombreuses stratégies brillantes qui ont aidé Pars à remporter la victoire et la domination dans de nombreuses batailles. Par exemple, il y a 5 ans, 3 nations, Turan, Sintura et Turc, ont formé une alliance pour conquérir Pars. À cette époque, c'est Narcisse qui comparut devant le roi, admettant qu'il avait libéré tous les esclaves de son domaine et perdu de nombreux soldats de cavalerie, et proposa d'utiliser sa propre ruse pour expier ses actes en démantelant l'alliance des 3 nations et en assurant la victoire sans avoir besoin d'une armée. Andragoras fut conquis par ses paroles audacieuses et pleines d'entrain, et accepta. Cette nuit-là, Narcisse partit avec son petit groupe d'hommes. Il revint après plusieurs jours, après avoir libéré 2000 prisonniers de guerre. Ces actions ont rendu furieux les soldats, dont certains ont même dégainé leur épée pour le défier. Les prisonniers de guerre étant considérés comme la fierté d'une nation, Narcisse n'a pas hésité à dégainer sa propre lame et les a tous facilement vaincus. Il a déclaré avec une confiance absolue que grâce à ces actions, l'alliance des 3 nations s'effondrerait avant la fin de la nuit et qu'il devrait se préparer immédiatement à un assaut à grande échelle. Effectivement, cette nuit-là, les soldats des 3 nations se sont soudainement affrontés dans des combats brutaux et sauvages. L'armée parséenne a saisi l'occasion et les a tous balayés. Grâce à cela, la renommée de la cavalerie de Pars est devenue légendaire dans le monde connu. Ce que Narcisse avait réellement fait, c'était répandre un réseau de fausses rumeurs parmi l'ennemi. Dans le royaume de Turc, il répandit la rumeur selon laquelle Sindira avait trahi l'alliance et conspiré secrètement avec Pars, utilisant comme preuve la libération anticipée des prisonniers de Sindira. La même chose a été faite avec le royaume de Téhéran. Puis, lorsque les prisonniers de Sinira furent libérés, ils murmurèrent à leur propre peuple que Téhéran et Turc avaient conclu un accord pour attaquer Sinira. Ainsi, les 3 nations se sont noyées dans une suspicion mutuelle et ont déchiré leur alliance avant de pouvoir attaquer quelqu'un d'autre. Arslan est profondément impressionné et ému par l'éclat des stratégies de Narcisse. Après le repas, Narcisse renverse la conversation et leur demande ce qui s'est passé aujourd'hui. Darion parle franchement des projets de Lusitania, tous issus du traître Karlan. Après avoir tout entendu, Narcisse en déduit immédiatement qu'il doit y avoir quelqu'un d'extrêmement intelligent qui orchestre cette guerre dans les coulisses. Profitant de l'occasion, Darion demande à Narcisse de rejoindre leur cause et de servir Arslan dans sa campagne pour reconquérir le royaume. Narcisse refuse catégoriquement l'invitation, affirmant qu'il souhaite seulement prendre sa retraite et poursuivre son art. Arslan, entendant cela, n'essaye pas de le forcer. Il veut simplement entendre les pensées d'une personne lucide. Narcisse parle franchement. S'ils souhaitent réellement accomplir quelque chose de grand, leur royaume doit d'abord abolir l'institution de l'esclavage. C'est précisément cette position qui a conduit le roi Andragoras à le démettre de son poste. En entendant cela, Arslan ne discute pas. Après tout, Narcisse, Darion et lui-même sont tous des hommes que le roi méprisait, alors autant continuer sur cette voie. Narcisse est assez surpris, mais accepte finalement d'assister Arslan pendant son séjour. Dans l'obscurité de la nuit, pendant qu'Arslan dort, le jeune Elam continue ses devoirs en nourrissant les chevaux. Pendant ce temps, Narcisse et Darion s'assoient ensemble et discutent.
Ils reconnaissent tous deux clairement que le roi Andragoras était beaucoup trop arrogant et trop confiant dans sa force brute tout en négligeant la stratégie, raison pour laquelle Pars a perdu la bataille. Mais qu'en est-il de son fils? Darion souligne franchement qu'après la récente défaite, le chagrin d'Arslan a éclipsé tout désir de vengeance. Il est trop gentil et trop sensible. Bien qu'admirables, de telles qualités ne sont pas exactement idéales pour un guerrier. De retour au palais, le roi adorait toujours la reine Taomnei, mais traitait Arslan avec une étrange froideur. La reine était la même. Il semblerait qu'ils cachent tous les trois un secret que peu de gens connaissent. Le lendemain matin, Narcisse est déjà sorti tôt pour pratiquer son art. Arslan se réveille et se dirige vers la cuisine pour saluer Elam et lui proposer son aide, pour ensuite casser maladroitement une pile de vaisselle. Elam semble plutôt indifférent envers Arslan et lui demande simplement de ne toucher à rien. Arslan ne peut que se tenir à distance et le regarder cuisiner, incapable de s'empêcher d'admirer à quel point Elam est capable et travailleur. Arslan demande alors à Elam, puisqu'il a été libéré et qu'il est désormais une personne ordinaire, pourquoi reste-t-il au service des narcissiques? Elam dit simplement que c'est parce qu'il le choisit. En entendant cela, Arslan repense au garçon qu'il a rencontré il y a des années. Être les esclaves devraient-ils vraiment être libérés des liens de la servitude? Leur conversation est interrompue lorsqu'un groupe d'hommes apparaît dans la forêt. Ce sont les hommes de Carline. Narcisse sent leur présence et cache rapidement ses affaires à l'intérieur de la maison. Au début, Narcisse ne comprend pas comment ils ont trouvé cet endroit. Mais lorsqu'il apprend que Darion est passé par la forteresse de Carlan pour venir ici, il réalise que l'homme avait l'intention de l'y entraîner dès le début. Mais cela ne sert à rien de polémiquer car les hommes de Carlan sont déjà entrés dans la maison. Ils se présentent comme des hommes au service de l'Iran Carlan. Arslan, caché à l'arrière, est abasourdi car le titre iranien a toujours appartenu uniquement à Varès. Nars partage la même pensée et les interroge à ce sujet. Les hommes sourient sinistrement et déclarent clairement que Varès est mort et que sa tête a été pendue aux portes de la capitale, Ecbatana. Arslan et Darion sont choqués et affligés. Ils ont accidentellement émis un son éveillant les soupçons des hommes. Malgré cela, les intrus ne s'attardent pas longtemps sur le bruit. Trouver Arslan n'est que secondaire par rapport à leur mission. Leur véritable objectif est de recruter Narcisse à leur côté. Devant leur offre, Narcisse refuse catégoriquement et ne se retient pas de déchaîner un torrent d'insultes à l'encontre du traître canaille Carline. Les hommes sont enragés et se précipitent pour attaquer, seulement pour que Narcisse déclenche rapidement un mécanisme à l'intérieur de la maison, les envoyant plonger dans une fosse en contrebas. La côte étant dégagée, Arslan et Darion sortent. Tous deux sont dévastés par la mort de Varys, mais ils ne peuvent pas se permettre de rester faibles. Et voilà, pour le moment, tous les quatre se mettent à table pour le petit déjeuner. Arslan se rend compte à ce moment-là qu'il a toujours compté sur l'aide des autres et qu'il n'a jamais vraiment volé de ses propres ailes. Darion, incapable de manger en paix, demande à nouveau à Narcisse de servir le prince, mais se voit naturellement une nouvelle fois refusé. Après un moment de réflexion, Arslan prend sur lui d'adresser personnellement l'invitation à Narcisse. En échange de son service, si Arslan parvient à monter sur le trône en tant qu'empereur de Pars, il accordera à Narcisse le titre de peintre de la cour du Conseil royal. À la surprise générale, Narcisse affiche un sourire amusé et accepte immédiatement l'offre d'Arslan, promettant sa loyauté inébranlable envers le prince. Après avoir reçu la promesse de service de Narcisse, Arslan exhorte rapidement tout le monde à se diriger vers la capitale d'Ecbatana pour se préparer à ce qui nous attend. Elam, entendant cela, se tourne pour faire ses valises pour Narcisse, seulement pour apprendre que son maître a l'intention de le laisser aux soins de quelqu'un d'autre. Narcisse fait en sorte qu'Elam reste avec un ami au port de Gilan, où un marchand le gardera en sécurité et l'aidera à s'échapper si l'armée lusitanienne atteint la zone. Elam insiste catégoriquement pour les accompagner. Darion et Arslan soutiennent le souhait du garçon de venir. Après tout, sans Elam, qui cuisinerait des repas aussi délicieux. Et c'est ainsi qu'ils décident tous de voyager ensemble. Arslan aide même l'agneau à emballer ses affaires. Darian est heureux de voir que le prince s'est fait un nouvel ami. Après une brève préparation, avec les chevaux et le matériel prêt, ils partent ensemble pour le voyage à venir. Peu de temps après avoir quitté la maison, les soldats de Carline parviennent enfin à sortir de la fosse. Dépouillés de leurs chevaux, ils n'ont d'autre choix que de marcher, désespérés de faire rapport à leur supérieur le plus rapidement possible. Dans la forêt, Elam les observe depuis un certain temps avant de retourner à la grotte pour faire un rapport. Il s'avère que le groupe n'est pas encore parti, mais s'est plutôt abrité temporairement dans les bois. Narcisse joue calmement à une partie d'échecs, notant que si ces hommes ont l'intention de retourner à pied jusqu'à la forteresse, ils ne parviendront probablement même pas à franchir le pied de la montagne d'ici la fin de la journée. Arslan reste profondément inquiet.
Ils n'ont reçu aucune nouvelle de la capitale et Varys a déjà péri. Narcisse ne peut que lui conseiller de rester calme et de faire face à la situation en premier. S'ils dévalent la montagne maintenant, ils devront affronter de front les forces de Carlin. Il serait plus sage d'attendre ici que l'ennemi se soit retiré avant d'agir. Utilisant l'échiquier devant lui, Narcisse expose sa stratégie. Ils doivent forcer l'ennemi à concentrer ses forces exactement là où il le souhaite. C'est l'essence même de la planification. Car quelle que soit la puissance d'une armée, la véritable valeur des tactiques militaires réside dans le fait d'assurer la victoire avant d'épuiser toutes ses forces. Arslan réalise maintenant à quel point l'acte de Darion était courageux, chargeant une armée entière juste pour le sauver. Après tout, un commandant ne peut pas toujours compter sur des soldats comme Darion. Ils doivent traiter chacun comme le maillon le plus faible et trouver les moyens de mener même une armée faible à la victoire. Narcisse évoque la défaite d'Atropatène pour faire comprendre la leçon. Quelle que soit la puissance d'une force, sans stratégie appropriée, elle ne peut pas gagner. Arslan ne peut clairement pas suivre les traces de son père. Il absorbe progressivement tout ce que Narcisse lui a appris, se préparant à appliquer ses leçons à l'avenir. Narcisse est très satisfait de la soif d'apprendre du prince. Il se retourne ensuite pour rappeler à Darion de ne pas tuer Carlin s'il le rencontre. Ils doivent interroger le traître pour découvrir les plus grands secrets qui se cachent derrière tout cela. Arslan se souvient de ce que Carlin lui a dit sur le champ de bataille et sent qu'il s'agit bien plus qu'une invasion ordinaire. La scène se déplace vers la forteresse de Peshawar, où le commandant de cavalerie Kishward tient la place comme toujours. À ce moment, son oiseau, Azrael, revient, ce qui surprend grandement Kishward puisque l'oiseau devrait toujours accompagner le prince Arslan. À ce moment-là, le soldat Bowman arrive également, apportant la nouvelle de la défaite et de la disparition du roi. Pire encore, l'armée lusitanienne avance déjà vers la capitale Ecbatana. De retour près de la capitale, les forces lusitaniennes sèment la mort et la destruction partout où elles vont, rasant les villages et massacrant les gens comme si on coupait de la paille. La capitale ferme immédiatement ses portes pour assurer la sécurité. Les citoyens à l'intérieur sont plongés dans une panique totale. Beaucoup refusent de croire que le roi a été vaincu, qualifiant ces informations de rumeurs sans fondement. Là-haut, les généraux attendent et observent avec un malaise croissant. Alors que l'armée ennemie approche, tout le monde est horrifié de voir que le général Shapur a été capturé et lié. Le chef, Baden, le grand inquisiteur de la foi de Yaldabaoth, parle au nom de leur dieu pour condamner les païens d'Ecbatana pour le péché de blasphème. Il a l'intention d'utiliser leur général capturé pour infliger une punition divine pour ces péchés. Les soldats sur les murs ne peuvent retenir leurs injures contre l'homme qui ose insulter leur royaume. Baden torture Shapur tout en le qualifiant de blasphémateur et de diable qui ne montre aucun respect pour les dieux. Shapur, bien que complètement affaibli, reste fidèle à sa patrie jusqu'au bout. Il exige que le vieux fanatique le tue plutôt que de le forcer à écouter cette misérable foi. Baden, enragé, frappe à plusieurs reprises la tête de Shapur avec son bâton pour le faire taire. Saisissant un moment où les bras du vieil homme se fatiguent, Shapur crie à ses soldats sur les murs, les suppliant de tirer leurs arcs et de l'abattre. Il préfère mourir pour son peuple plutôt que de mourir entre les mains de ces sauvages. Bien qu'ils aient le cœur brisé, flèche après flèche s'abat sur leur grand général. Puis une seule flèche tirée par un mystérieux étranger frappe juste, transperçant la tête de Shapur et accordant au grand général une mort définitive et miséricordieuse. Cela assomme l'armée lusitanienne et la remplit de peur, car ils ne peuvent imaginer quelqu'un capable de tirer une flèche à une distance aussi impossible. L'archer se retourne rapidement et disparaît. Là-haut, la reine est témoin de tout, et ordonne calmement à ses serviteurs de retrouver celui qui a tiré la flèche et de le récompenser généreusement. Immédiatement après la mort de Shapur, les soldats lusitaniens refont un bond en avant, avec l'intention de conquérir la capitale d'Ecbatana. Ces hommes chargent au nom de leur foi, déterminés à massacrer les païens et à briser les défenses du royaume. À l'intérieur du palais, la reine rencontre Jeev, celui qui a tiré la flèche qui a tué Shapur. L'une des servantes reconnaît aussitôt en lui l'homme qu'elle a rencontré et avec qui elle a passé la nuit la veille, un menteur qui prétendait être le prince du Sistan. La reine ne prête aucune attention à des questions aussi insignifiantes et produit simplement un instrument de musique, demandant à Jeev de jouer. Jeev montre immédiatement son talent, utilisant des chansons pour décrire la bataille qui fait rage à l'extérieur des murs du palais. Lorsque la musique se termine, la reine le récompense avec des pièces d'or, concluant ainsi l'affaire de la journée. De retour à la grotte, Narcisse spécule que l'armée lusitanienne a probablement déjà atteint Ecbatana. Même si les portes de la ville sont imposantes, rien n'est véritablement impénétrable. Arslan comprend rapidement l'implication. Si les portes ne peuvent être brisées de l'extérieur, elles peuvent certainement être ouvertes de l'intérieur, non pas par des armes, mais par des paroles.
Suivant le raisonnement de Narcisse, Arslan se rend compte que ceux qui sont capables de le faire sont les esclaves. Effectivement, hors des murs, l'armée lusitanienne appelle continuellement les esclaves d'Ecbatana à se soulever et à se battre pour eux-mêmes et pour le dieu Yaldabaoth. Après un long moment, la volonté des esclaves commence à s'agiter. Ils ont incendié des bâtiments, déclenchant le premier acte de leur rébellion. Darion comprend clairement que le nombre d'esclaves à l'intérieur de la ville dépasse de loin celui des nobles et du clergé. Quelle que soit la solidité des fortifications d'Ecbatana, elles ne peuvent pas résister à un nombre aussi écrasant. Arslan veut impatiemment partir immédiatement et rentrer chez lui pour défendre le royaume. Narcisse lui rappelle rapidement qu'avec seulement eux quatre, ils ne peuvent rien faire. Il soulève ensuite une question encore plus troublante. Avant que tout cela n'arrive, le roi aurait dû libérer les esclaves. Il craint que le pire ne soit déjà arrivé. À l'intérieur du palais, les cris appelant les esclaves à la révolte résonnent dans toute la forteresse, réveillant ceux qui ont souffert des travaux forcés. Puis, les bruits extérieurs se taisent soudainement. Mais les soldats appellent leurs généraux à venir constater la situation au-delà des murs. Ils sont horrifiés de trouver des têtes coupées exposées à l'extérieur. Ils appartiennent aux généraux qui ont combattu lors de la récente bataille, et parmi eux se trouve le chef du grand maréchal Varys. La nouvelle est rapidement rapportée au palais. La reine n'arrive plus à garder son sang-froid, mais après avoir repris ses esprits et appris que la tête du roi Andragoras n'en faisait pas partie, elle remercie simplement les généraux pour le rapport et les renvoie rapidement. En sortant du palais, ils ne peuvent s'empêcher de se demander comment la reine peut se montrer si indifférente envers son propre fils. Cela mis à part, un général souhaite qu'Ecbatana ouvre ses portes et lance une contre-attaque contre l'ennemi. Mais le général Sam s'y oppose rapidement. Ils doivent d'abord attendre des renforts de la forteresse de Peshawar. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront attaquer des deux côtés et mettre rapidement un terme à la situation. Toutefois, la situation actuelle est loin d'être favorable. Les soldats lusitaniens continuent d'exhorter les esclaves à se soulever et à lutter pour l'égalité. Craignant que les esclaves obéissent, un général dégaine son épée et les poursuit. Le général Sam intervient une fois de plus, avertissant qu'ils ne doivent pas utiliser l'oppression pour imposer l'ordre. Si les esclaves se révoltent réellement, Ecbatana sera encore plus en danger. Malgré cela, le général colérique a perdu toute patience et veut attaquer immédiatement. Au milieu de tout cela, d'autres mauvaises nouvelles arrivent. Les esclaves ont commencé à incendier la grande salle et tentent de forcer la porte ouest pour inviter l'ennemi à l'intérieur. De l'autre côté, les soldats luttent pour retenir les esclaves qui aspirent à la libération et à la liberté. Le général colérique n'hésite pas à monter à cheval dans la foule, piétinant les esclaves et gardant la porte pour les empêcher de percer. Le général Sam le poursuit une fois de plus, l'avertissant d'arrêter de telles actions. Bien qu'il ait tué 10 rebelles, il a également semé le ressentiment parmi d'innombrables autres rebelles qui sont désormais sur le point de se soulever eux-mêmes. Effectivement, peu de temps après, d'autres soulèvements éclatèrent de l'autre côté de la forteresse. Les nobles et le clergé qui se promènent dans la ville sont attaqués par les esclaves rebelles. Dans les cachots, de plus en plus d'esclaves attendent leur moment pour se déverser. À court d'options, le général Sam retourne rapidement au palais pour signaler la situation à la reine. Il les exhorte à cesser de recourir à la force pour réprimer les esclaves et à mieux les traiter pour apaiser temporairement les troubles. La reine affirme que les esclaves ne peuvent rien accomplir avec leurs pitoyables armes et que cela ébranlerait les fondements même de la société parséenne. Malgré tous ses efforts pour la persuader, la reine refuse de prendre une décision définitive. À l'intérieur de la ville, Jeev savoure une cuisine raffinée et regarde le chaos se dérouler à l'extérieur lorsqu'il apprend que le chancelier Asrab souhaite le voir. Le chancelier demande humblement l'aide de Jeev, bien que Jeev remarque rapidement une escouade armée debout derrière l'homme, prête à l'abattre à tout moment. Le chancelier demande seulement à Jeev d'utiliser le passage secret pour escorter la reine hors du palais vers un endroit plus sûr. La récompense suivra. La nuit tombe et, même si elle semble paisible, les forces lusitaniennes lancent un nouvel assaut, ne laissant aucun endroit épargné. À l'intérieur du palais, Jeev accepte la mission et se prépare à escorter la reine. Jeev est complètement dégoûté par cette capitale en ruine. Le roi a disparu. La reine abandonne plus d'1 million de citoyens pour se sauver. Rien dans tout cela n'a de sens. En pleine nuit, Darion s'agite et veut attaquer immédiatement, mais Narcisse le retient. Ils ont bien trop peu de chances de gagner s'ils frappent maintenant. Leur cible ne devrait pas être l'armée lusitanienne dans son ensemble, mais Karlin seul. En ce moment, le traître est occupé à régler des problèmes dans la capitale. Mais par la suite, il s'en prendra sûrement au prince avec seulement une poignée de proches. Narcisse explique que Karlin, bien qu'ancien général de Pars, n'a pas nécessairement gagné la pleine confiance des forces lusitaniennes. Ils doivent attendre que Karlin se sépare de l'armée principale avant de frapper.
Ce n'est qu'en capturant Carline qu'ils pourront découvrir la racine du problème et planifier leur prochain mouvement. À ce moment-là, Elam arrive et rapporte que les soldats à l'extérieur les recherchent toujours mais sans grande urgence, ce qui signifie que Carline n'a probablement pas encore quitté Ecbatana. Au palais, Jeev expose sans détour la vérité sur le préposé devant lui. La femme qui l'escorte n'est qu'un double du corps, un leurre destiné à gagner du temps pour que la vraie reine s'échappe. C'est leur véritable plan. Voyant sa couverture exploser, le leurre attaque immédiatement et s'enfuit par le passage secret. Après avoir couru un moment, la malheureuse se retrouve face à Silver Mask et ses forces lusitaniennes. Il se moque du roi et de la reine lâche de ce royaume et se déclare même celui qui rendra justice à tout Pars. En quelques instants, il découvre l'imposteur et la tue sans hésitation. Après s'être débarrassé du leurre, Silver Mask conduit ses hommes plus profondément dans le palais où il rencontre Jeev qui est resté dans le passage après l'attaque précédente. Les deux s'affrontent immédiatement, sentant la formidable force de l'ennemi. Jeev lance le flambeau à la main sur son adversaire. Le feu semble être la faiblesse de Silver Mask. Voyant cela, Carline se précipite pour le protéger. Furieux, Silver Mask décide de se retirer, laissant ses hommes s'occuper de l'intrus. Mais cela s'avère être une erreur coûteuse car Jeev, avec son escrime magistral, les abat rapidement jusqu'au dernier dans le passage étroit. Quand c'est fini, Jeev récupère une poignée de pièces d'or sur les cadavres et se tourne pour partir. Hors des murs, les forces lusitaniennes attaquent plus férocement que jamais. Le général Sam, commandant la ligne de front, est stupéfait de constater que le palais a déjà été incendié. Il n'a d'autre choix que de quitter le front et de se précipiter pour protéger la famille royale. Dans les donjons du palais, les esclaves sont libérés par les soldats lusitaniens et deviennent immédiatement les alliés de l'ennemi. Rejoignant le soulèvement, Sam voit la situation et fonce en avant, pour se retrouver face à face avec le traître Carline. Tout en combattant, Carline tente d'inciter Sam à se convertir à sa foi et à rejoindre les forces lusitaniennes en échange de miséricorde. Le général Sam refuse naturellement. Au moment où il se précipite pour s'échapper, il est frappé par une flèche de Silver Mask. Au-dessus des murs, le général colérique se rend compte que la porte ouest a été ouverte de force par les esclaves, permettant ainsi à des vagues successives de renforts ennemis d'affluer. Désespérément dépassées, les forces défensives d'Ecbatana sont rapidement submergées. Finalement, la capitale d'Ecbatana tombe complètement. Pars plonge dans les ténèbres du désespoir. L'endroit où se trouve la reine disparaît avec celui de son mari, au cœur de la nuit. Ailleurs, Arslan et ses compagnons entament leur propre marche en avant. Dans la capitale Ecbatana, les soldats survivants sont interrogés sans relâche pour savoir où se trouve la reine. Ceux qui ne peuvent répondre sont tués sans pitié. À ce moment, un général ordonne aux soldats de nettoyer rapidement les cadavres jonchant le sol en vue de l'arrivée du roi de Lusitanie, Innocente Ier. Dans l'ombre, une calèche arrive transportant un roi grotesquement gros qui bâille d'un air endormi en entrant. À l'intérieur du palais, Silver Mask passe devant les corps. Tout se déroule toujours exactement selon son plan. Car il ne sert pas la Lusitanie, mais un agenda qui lui est entièrement propre. Au sein de la forteresse, les généraux lusitaniens débattent entre eux pour savoir si Silver Mask sert réellement la cause de leur nation. À ce moment, la reine de Pars apparaît également, ou plutôt est amenée sous escorte. De leur conversation, on apprend que la reine était à l'origine fiancée au chancelier du duché de Mauvaise Action. Mais son supérieur, le prince Kumars, l'a volée. Tous les hommes qu'il aimait ont fini par se suicider. Par la suite, Andragoras et son frère sont également entrés en conflit à son sujet, et Andragoras en est sorti vainqueur. Le roi lusitanien regarde cette femme avec ennui, mais dès l'instant où leurs regards se croisent, il est complètement captivé. Le lendemain matin, alors que le prince lusitanien est occupé à nettoyer et préparer le palais à l'usage, il apprend que le roi Innocente souhaite faire de Tahamney sa reine, son frère, et le grand chancelier de Lusitanie, Giscard, est furieux en entendant cela. L'empereur s'émerveille encore de la richesse du royaume parséen qu'ils viennent de conquérir lorsque son frère aîné s'avance lui aussi pour protester contre cette décision absurde. Innocente insiste sur le fait qu'il n'y a rien de mal dans son choix. Le malheur que Tahamney a causé à ses précédents prétendants était uniquement dû au fait qu'ils étaient païens. En tant que disciple dévoué de Yaldabaoth, il n'a rien à craindre. Une fois l'inventaire des biens saisis terminé, le roi ordonne que tout soit offert aux dieux, supervisé personnellement par le grand inquisiteur Bad. Giscard bouillonne de frustration face à son stupide frère et son désir de renverser Innocentis se renforce de jour en jour. À ce moment-là, Silver Mask apparaît et rappelle à Giscard que, aussi nul que soit le roi, le peuple ne se souviendra que de celui qui lui a apporté la gloire. Le prince doit donc attendre son heure.
Giscard se calme et n'oublie pas de féliciter Silver Mask pour son excellente performance lors de la récente bataille, se demandant si le brouillard qui est apparu était une forme de sorcellerie. Silver Mask dit simplement que c'était une bénédiction de Yaldabaoth, puis se retourne et s'en va. Après leur victoire, les soldats lusitaniens envahissent toutes les ruelles, opprimant les gens ordinaires et coupant toute chance de survie. À côté, les forces lusitaniennes font marcher l'armée de Carline, car un traître qui sert l'ennemi est libre de se pavaner à sa guise. À ce moment-là, un soldat lusitanien aperçoit la girafe et se souvient soudain de quelque chose. Il se retourne pour demander aux habitants où se trouvent les prisonniers lusitaniens capturés ici il y a des années. Il s'avère que le garçon blond de l'époque s'est maintenant enrôlé et est devenu soldat. Au palais, en apprenant que ses forces n'ont pas encore tué le prince Arslan, Carline est furieux. Il rassemble immédiatement ses troupes, se préparant à partir personnellement et à éliminer ce dernier vestige de la lignée parséenne. Carline ne reçoit pas d'accueil chaleureux de la part des autres généraux, car il est non seulement un traître, mais ne s'est même pas converti à leur foi. Qui peut dire qu'il ne les trahira pas également? Dehors sur le marché, le garçon blond continue de chercher toute trace des esclaves des années passées, mais ne trouve aucune piste. Au-delà des portes de la ville, l'armée de Carline a déjà défilé. Parmi ceux qui regardent depuis les coulisses se trouve une jeune femme d'une beauté saisissante. Un soldat la remarque et s'approche pour discuter, puis en profite pour l'entraîner dans une ruelle avec de viles intentions. Le garçon blond en est témoin et se précipite immédiatement pour protéger la jeune fille. Mais lorsqu'il entre, il découvre avec stupéfaction que le soldat a déjà été tué par la jeune fille elle-même. Les deux se retournent rapidement et s'affrontent. Il s'avère que le garçon blond est depuis devenu garde du corps et a reçu le nom d'Étoile. Après un bref combat, Étoile arrache la capuche de la jeune fille pour découvrir sous le choc que son adversaire est en réalité un jeune homme. Il se fraye un chemin jusqu'à un coin de la ville. Là, les esclaves reconnaissent Étoile comme un soldat lusitanien et l'entourent aussitôt. Ces esclaves avaient ouvert les portes à l'armée lusitanienne et avaient même tué leur propre maître, mais n'avaient finalement rien reçu en retour. Ils sont désormais au bord de la famine. La jeune fille déguisée, qui est en réalité Elam, saisit l'occasion et s'enfuit. Dans l'après-midi, Elam revient rapidement pour annoncer la nouvelle. Il n'a trouvé aucune trace du roi. La capitale grouille de forces lusitaniennes, mais au moins, Carline a pris plus d'1 millier de cavalerie pour traquer Arslan. Narcisse n'est pas surpris. À l'heure actuelle, Arslan représente la juste cause au sein du royaume. S'il devient commandant d'une armée, il pourrait constituer une menace sérieuse pour l'occupation lusitanienne. Narcisse en déduit que pour retrouver Arslan le plus rapidement possible, Carline pourrait très bien incendier des villages suspects et massacrer leurs habitants pour forcer le prince à sortir de sa cachette. Arslan ne peut pas croire qu'un guerrier puisse commettre de telles atrocités. Mais là encore, qu'est-ce qu'un traître n'oserait pas faire? Après avoir surmonté son désespoir initial, Arslan retrouve rapidement son esprit. Il veut frapper avant que Carline puisse atteindre un village. Tout en préparant les chevaux, Darion suggère que la décision de Carline de faire défiler son armée autour de la ville avant de partir pourrait être un stratagème délibéré pour attirer le prince. Narcisse n'est pas en désaccord avec cette évaluation, mais souligne que s'ils veulent attraper un tigre, ils doivent être prêts à entrer dans sa tanière. Darion comprend immédiatement ce que Narcisse compte faire en envoyant le prince selon son plan. À la tombée de la nuit, Jeeves, fuyant le long de la route, aperçoit l'armée de Carline en mouvement. En observant, il remarque également une femme d'une beauté à couper le souffle, encore plus époustouflante que la reine, se dirigeant dans la direction opposée des forces lusitaniennes. Tout de suite frappé, il décide de jouer le héros et de sauver cette beauté pour lui-même. Effectivement, la belle femme a été encerclée par des soldats lusitaniens devant elle. Mais juste au moment où Jeeves arrive pour la sauver, elle les a déjà tous éliminés avec son arc et a disparu. Jeeves charge en avant, abattant les soldats restants tout en la poursuivant. Voyant que cette magnifique femme ne lui prête aucune attention, Jeeves n'arrive pas à y croire et la suit avec persistance, flirtant tout le temps. La femme se présente comme Ferengis, une prêtresse servant au temple de Mitra dans la région du Khuzestan, dépêchée comme émissaire dans la capitale d'Ekbatana. Maintenant qu'Ekbatana est tombée, Ferengis ne peut plus s'y rendre, et les Lusitaniens sont bien trop sauvages pour qu'elle l'envisage. Jeeves, curieux, demande ce qui la pousse à continuer dans cette direction. Ferengis répond franchement qu'elle cherche à retrouver le prince héritier Arslan. Dans l'obscurité, un village brûle. C'est l'armée de Carline, incendiant les maisons et massacrant les femmes et les enfants sans un mot d'explication. Après avoir appris que Jeeves ne sait rien non plus de l'endroit où se trouve le prince, Ferengis continue son chemin sans lui dire un mot. Son temple fut fondé sous le nom d'Arslan à la naissance du prince. Par conséquent, si quelque chose devait arriver à Arslan, ils ont le devoir de lui servir de protecteur.
Jeeves écoute tout en la suivant, lui suggérant même d'abandonner la mission et de parcourir le monde avec lui à la place. Ferengis refuse catégoriquement. Bien que ce ne soit qu'un devoir, elle méprise sincèrement la façon dont l'armée lusitanienne impose sa foi aux autres. Elle veut les faire sortir tous du père. Jeeves, accroché comme une sangsue, continue malgré tout de suivre la belle prêtresse. Ils se poursuivent jusqu'à la nuit, au plus profond de la forêt. Ferengis écoute les paroles des dieux et sent que Jeeves déteste véritablement les Lusitaniens. Elle décide de le laisser suivre, à condition qu'il jure fidélité au prince Arslan. Jeeves n'est pas tout à fait d'accord mais continue de la suivre quand même. Il tombe sur les forces du traître Karlan qui traverse la zone avec des torches. Ferengis pense qu'ils savent peu être où se trouve Arslan et décide de les suivre. De retour au village incendié, les soldats trouvent un homme qui prétend avoir été embauché pour porter les bagages du groupe du prince Arslan. Son corps est couvert de blessures qui, explique-t-il, ont été infligées par les habitants d'Arslan en guise de punition pour avoir volé leurs biens. Il insiste à plusieurs reprises sur le fait que le groupe d'Arslan n'est composé que de 4 personnes, dont 2 sont de simples enfants. Karlin ne perd pas de temps en plaisanterie et demande simplement où ils sont allés. L'homme répond honnêtement qu'ils se sont dirigés vers le sud, dans la forêt. Plutôt que de récompenser l'informateur, Karlin lui accorde une mort éternelle. Il pense que cet homme est une des plantes de Narcisse et que les blessures ne sont qu'une ruse. À ce moment-là, un autre groupe de personnes arrive prétendant également savoir où se trouve Arcélin, sauf qu'ils disent que le prince est allé vers le nord. Face à des informations contradictoires, Karlin décide immédiatement que le nord doit être la bonne direction et ordonne à ses forces de se déplacer dans cette direction. Tout se passe exactement selon les calculs de Narcisse. Il les a guidés avec succès sur le chemin de sa propre conception. Mais, à ce moment précis, une femme attaque soudain Narcisse depuis l'ombre. C'est Pharingès. Les deux camps supposent que l'autre est l'ennemi. Cependant, après avoir appris que Narcisse sert de serviteur à Arslan, Ferengis baisse immédiatement son arme, enlève sa cape et explique son objectif. Une fois que Narcisse confirme que Ferengis est un allié, il lui attribue rapidement un rôle dans son prochain plan, sortant même Jeeves de sa cachette derrière elle et l'entraînant également dans l'opération. Ailleurs, à la lisière de la forêt, Arslan et Alam, accroupis dans un coin, observent la situation. Les nerfs d'Arslan sont fragiles. Après tout, Karlan était autrefois un général qu'il connaissait bien, mais il doit mettre son plan à exécution. Ilham craint qu'une seule épée ne soit pas un avantage suffisant, alors il remet son propre arc et ses flèches à Arslan. Du côté de Karlan, après avoir marché pendant un moment, ses forces repèrent le prince Arslan debout au sommet d'une falaise. Karlin ordonne immédiatement à ses soldats de charger et d'éliminer le prince. Ils gravissent sans hésitation le terrain montagneux dangereux. Arslan tire son arc et commence à les éliminer un par un. Un soldat parvient à atteindre le sommet, mais Elam intervient rapidement pour le gérer à la place du prince. Les soldats restants en bas sont encore confus quant à ce qui se passe au-dessus lorsque Narcisse apparaît derrière eux, les abattant les uns après les autres. Il utilise les rochers et le terrain pour créer des angles morts pour ses attaques. Depuis la forêt, Ferengis fournit un feu de couverture avec son arc, éliminant les soldats un par un. Alors que Jeeves rejoint Narcisse dans un combat direct au sol, le bruit des battements de sabots résonnant de toute la lisière de la forêt terrifie les soldats de Karlan, qui croient que les forces d'Arcélin doivent compter au moins 1 millier de personnes. Voyant leur morale s'effondrer, Ilham repousse une fois de plus les rochers des hauteurs. Se répand alors la fausse rumeur selon laquelle Darion est arrivé. La simple mention du général Darion suffit à faire fuir les soldats terrorisés avant qu'un seul coup ne soit porté. Arslan regarde d'en haut et ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant l'éclat de Narcisse. Avec seulement 4 ou 5 hommes, ils ont mis en déroute une armée de 1000 personnes. Karlin, furieux au-delà de toute raison, charge seul vers Arslan avec l'intention d'en finir avec le prince lui-même. Arslan, désormais à court de flèches, dégaine son épée et affronte le traître de front. Debout devant l'homme qui a trahi son royaume, Arslan demande à savoir pourquoi Karlan était prêt à tourner le dos à ses pairs. Y avait-il une raison trop difficile à évoquer? Karlan insiste sur le fait que c'était uniquement pour son gain personnel, puis lance sa lance en avant. Heureusement, Darien arrive juste à temps pour attraper la lance. Il dit au prince de se retirer. Ce combat est entre lui et Karlin. En regardant la bataille, Arslan ne remarque pas un soldat attaquant par derrière. Ferengis le sauve d'une flèche bien placée juste à temps. De l'autre côté, Karlin est repoussé contre le bord de la falaise. Bien qu'il se batte avec tout ce qu'il possède, il est finalement transpercé par sa propre lance. C'est au-delà de ce que quiconque avait prévu. Tout le monde se précipite, dans l'espoir d'interroger le mourant sur le sort du roi Andragoras avant qu'il ne rende son dernier soupir. Dans ces derniers mots, Karlin révèle que le roi est toujours en vie, mais que le trône ne lui appartient plus. Un autre roi prendra sa place.
Arslan arrive juste à temps et est profondément attristé de voir Carlin blessé et mourant. Allongé sur le sol, Carlin regarde tout le monde rassemblé autour de lui. Il dit seulement qu'il ne peut pas obéir aux ordres du prince et quitte alors ce monde. Bien que Carlin soit mort, la nouvelle selon laquelle Andragoras est toujours en vie est vraiment stupéfiante. Darion n'est pas trop optimiste, estimant que les Lusitaniens doivent avoir une raison spécifique pour garder le roi en vie. Une fois l'affaire réglée, Ferengis se présente officiellement et expose le but de sa présence ici. À côté d'elle, Jeev s'incline immédiatement et affirme sans vergogne qu'il a fui Ecbatana spécifiquement pour sauver le prince. Lorsqu'Arslan apprend que sa mère est toujours en vie, il s'empresse de s'enquérir de la situation à l'intérieur de la capitale. Mais il ne reste vraiment plus de temps. Avant de partir, Arslan ne demande qu'une chose à Ferengis, prier pour Carlin et pour tous les soldats tombés ici, y compris les traîtres. Après tout, ils ont encore des familles qui les attendent. Tout le monde est abasourdi. En fin de compte, Ferengis accepte et exécute une prière pour les âmes disparues. Jeeves trouve le prince beaucoup trop naïf. Il n'a pas l'intention de rester longtemps. Il souhaite seulement passer du temps avec les charmantes Ferengis avant de s'éclipser lorsque les choses deviennent dangereuses. Darion ne fait naturellement pas confiance à Jeeves, mais Narcisse soutient qu'avoir une personne de plus signifie moins d'ennemis que chacun doit tuer. Donc c'est mieux que rien. Après la prière, tout le monde repart, se préparant à retourner vers Ecbatana. Pendant ce temps, dans la capitale d'Ecbatana, au plus profond du palais, Silvermask rend visite à un personnage mystérieux. C'est lui-même qui a évoqué le brouillard lors de la récente bataille. L'étranger informe Silvermask que Carlin et ses forces ont été tués par Arslan et ses compagnons. Silvermask est furieux de cette nouvelle. Le personnage mystérieux lui rappelle également que le fils de Para ne brillera pas pour une seule personne. Le lendemain matin, seuls Narcisse et Darion infiltrent la capitale pour rechercher où se trouve le roi pendant que les autres attendent dehors. À présent, Ecbatana est devenue complètement désolée et sans vie, une coquille creuse de la ville animée qu'elle était autrefois. À l'opposé, à l'intérieur du palais, le roi lusitanien ne peut même pas faire du jogging longtemps sans l'aide de son serviteur. Pourtant, il continue à se dandiner à la recherche de sa reine, Taamneh. Devant les salutations amoureuses d'Innocentez, Taamneh ne répond que par le silence. Le roi donne alors d'autres nouvelles. À l'aube de la nouvelle année, il montera sur le trône et deviendra empereur du nouvel empire lusitanien. Une fois de plus, il supplie Taamneh de devenir sa reine, mais elle ne lui offre en retour que le silence. Silvermask et Giscard regardent toute la scène d'en haut. Ils ne sont pas les seuls à être mécontents. Le grand inquisiteur Baden est également furieux qu'une femme païenne ose refuser la grâce du dieu Yaldabaoth. En vérité, ni la reine ni le roi de Pars n'ont été exécutés, ce qui exaspère grandement Baudin. Il canalise sa rage en ordonnant que plus de 1,2000000 de précieux textes historiques de la bibliothèque du palais soient brûlés sous les yeux de tout le peuple. Le roi Innocente n'a pas d'opinion sur la question, se plaignant seulement de la chaleur. À ce moment, un soldat timide s'avance et suggère que ces textes sont inestimables et devraient être reconsidérés avant d'être détruits. Baden rétorque que l'humanité n'a besoin que des saintes écritures de Yaldabaoth. Toutes les paroles du diable doivent être éradiquées, y compris les connaissances médicales. Tant qu'on se consacre entièrement au dieu, personne ne tombe jamais malade. Il pousse ensuite le soldat dans l'enfer déchaîné en guise de punition. Boden crie que tous ceux qui abritent le diable devront faire face à un châtiment divin. Parmi la foule des roturiers, Narcisse et Darion se sont également glissés et ont été témoins de tout. Ils sont consternés par la pure barbarie de tout cela, par l'audace de brûler le patrimoine culturel d'une nation entière. Narcisse, un homme qui aime l'art par-dessus tout, peut à peine se contenir et jure de tuer personnellement le vieux fanatique un jour. Le lendemain, à l'extérieur de la ville, Terangis et Jeev continuent de surveiller, s'assurant que personne ne découvre leur emplacement. Leur conversation est interrompue lorsqu'ils remarquent une colonne de soldats se déplaçant lentement le long de la route principale hors de la ville. Ailleurs, Arslan reste avec Elaïm. Être dehors sans savoir ce qui se passe à l'intérieur de la capitale remplit Arslan d'inquiétude pour Narcisse et Darion. Elam offre un bref mot de réconfort avant de partir chercher de l'eau pour tout le monde. Arslan se porte immédiatement volontaire pour l'accompagner. À l'intérieur d'Ecbatana, les soldats continuent d'extorquer les gens ordinaires, prenant de la nourriture comme argent de protection. Dans un village voisin, Ilham conduit Arslan jusqu'à un puits où il y a encore de l'eau. Arslan essaie d'aider mais casse accidentellement la corde pour puiser de l'eau. Ilham ne montre aucune colère et dit simplement au prince de se cacher dans une maison abandonnée pendant qu'il va chercher une autre corde. Arslan se retire à l'intérieur, se sentant complètement inutile. Rien de plus qu'un fardeau pour tout le monde autour de lui. Perdu dans ses pensées, il entend du brouhaha dehors.
Deux civils sont harcelés par des soldats lusitaniens. Les soldats exigent qu'ils rendent tous leurs biens, sinon ils tueront la fille du vieil homme. Sans hésiter, Arslan se précipite dehors. Pour éviter de révéler son identité, il cache son épée et saisit une houe comme arme. Juste au moment où les soldats sont sur le point d'attaquer, apparaît et leur ordonne de se retirer ou d'être punis. Effrayés, les soldats s'enfuient et le père et la fille sont sauvés. Lorsqu'il ne reste plus que deux d'entre eux, tous deux sont stupéfaits de réaliser qu'il s'agit des mêmes personnes qui se sont rencontrées il y a 3 ans. À l'intérieur de la maison abandonnée, Itoile explique qu'il est le commandant de ces soldats, puis sourit de voir à quel point leurs positions se sont complètement inversées depuis ces jours. Itoile insiste sur le fait que les nobles d'Andragoras et d'Arslan sont des païens qui ne sont pas différents des démons, des gens qui sèment des cauchemars parmi la population. Il dit que les habitants de Pars n'ont qu'à se repentir et à se convertir à Yaldabaoth pour devenir de bonnes personnes. Arslan, entendant Itoile parler comme un fanatique aveugle, ne sait pas comment réagir. À l'intérieur d'Ecbatana, Narcisse et Darion discutent également de cette même religion. Tous deux conviennent que la foi de Yaldabaoth est bien trop fanatique et arrogante, et que la Lusitanie l'utilise simplement pour justifier ses actes d'invasion. De retour à la maison abandonnée, Arslan pose une seule question à Itoile. S'ils croient vraiment que tous les gens sont égaux, alors pourquoi ont-ils envahi Ecbatana? Si l'esclavage est un mal, alors en quoi les soldats lusitaniens traitent-ils différemment les habitants de la ville? Itoile répond comme si c'était évident, parce que les habitants de Pars sont des païens. Ils méritent un tel traitement. Alors que la tension monte entre eux, Elaïm arrive. Voyant les deux camps prêts à se battre, Arslan intervient immédiatement pour les séparer. Au bout d'un moment, Itoile décide de les épargner tous les deux, considérant que c'est un remboursement pour la faveur des années passées. Avant de partir, il pose des questions sur les prisonniers lusitaniens d'il y a 3 ans. Arslan reste silencieux un instant, puis répond qu'ils ont tous été tués. Itoile est secoué mais récupère rapidement, jetant à Arslan une copie des Saintes Écritures avant de partir. En pleine nuit, Nars et Darion se cachent dans un coin. Observant les soldats lusitaniens se régaler et se réjouir, Nars réfléchit à un plan de soulèvement. Rallier les esclaves parthes et les appeler aux armes pourrait rassembler une force importante. Mais cela leur coûterait le soutien des propriétaires d'esclaves, de la noblesse et du clergé. À ce moment-là, il passe devant une taverne et se heurte à un soldat ivre. Dès l'instant où l'homme réalise qui il a croisé, il s'enfuit terrorisé. Narcisse sort calmement, enlève sa cape et attire un groupe de soldats restants de Carline. Il dégaine immédiatement son épée et les envoie un à un avec aisance. Il garde un soldat en vie pour l'interroger, exigeant toutes les informations sur l'endroit où se trouve le roi, y compris les rumeurs. Le soldat terrifié révèle que le roi est toujours vivant et emprisonné, même s'il ne sait pas où. La reine Tahamnae est sur le point d'épouser le roi Innocente en premier, après que le roi lusitanien soit tombé amoureux d'elle au premier regard. Après avoir obtenu ces renseignements, les deux se cachent à nouveau rapidement, cherchant plus d'informations auprès d'autres sources. Ils se séparèrent. Darion réfléchit toujours à l'endroit où se trouvent leurs généraux alliés, lorsque Silvermask apparaît comme une rafale de vent. Les deux s'affrontent immédiatement. En apprenant que Darion est le petit-fils de Varys, Silvermask se réjouit d'être celui qui a tué le vieil homme. Darion, rongé par la rage, charge et parvient à faire tomber le masque de son visage. Au moment où le masque tombe, le visage horriblement brûlé et défiguré de Silvermask est exposé. Enragé, il attaque avec encore plus de férocité. À ce moment, Narcisse arrive juste à temps pour soutenir Darion. 2 contre 1, Silvermask ne peut pas l'emporter, mais les soldats lusitaniens se rapprochent rapidement. N'ayant pas d'autre choix, Narcisse et Darion se retournent et s'enfuient. Ils roulent fort et retrouvent rapidement les autres. Après avoir terminé leur mission de reconnaissance à Ecbatana, Narcisse et Darion retournent à Arslan pour faire rapport de leur découverte. Après avoir tout entendu, Arslan plonge dans une profonde réflexion. Il doit recruter davantage d'alliés et de soldats. Narcisse lui rappelle que pour ce faire, Arslan doit prouver aux habitants de Pars de quoi il est capable et démontrer son don de leadership. Quant à la manière de procéder, seul le prince lui-même peut trouver la réponse. À l'aube, tous les 6 quittent rapidement la grotte et sont poursuivis par plus de 500 cavaliers lusitaniens. Alors que le soleil se lève, Ferengis et Djiv utilisent leurs arcs pour éclaircir les rangs ennemis. Darion conduit rapidement le groupe vers une grande caverne. Au moment où les soldats lusitaniens atteignent l'entrée, ils sont stupéfaits d'entendre les cloches de guerre familières de l'armée parséenne. Immédiatement après, des soldats en uniforme parséen apparaissent le long de la falaise au-dessus et font pleuvoir des flèches sur eux, repoussant avec succès les envahisseurs. Il s'avère qu'Arslan et ses compagnons ont atteint la forteresse de Kashin. En entrant, Arslan remarque des esclaves agenouillés sur le sol à l'extérieur de la forteresse. Mettant cela de côté,
Il pénètre rapidement et rencontre le seigneur de la forteresse de Kashin, Atyr. Arslan remercie Atyr et sa forteresse pour leur soutien. C'était Darion qui était venu personnellement à cet endroit plus tôt pour demander de l'aide, et la forteresse de Kashin avait immédiatement accepté, désireuse de démontrer sa loyauté envers le prince. La cuisine raffinée est rapidement mise à table pour que tous les 6 puissent en profiter. Arslan pose alors des questions sur les esclaves qu'il a remarqués à l'extérieur. Hadir se vante fièrement que sa forteresse abrite encore plus d'esclaves qu'Ekboutana n'en a jamais eu. Jiv et Ferengis peuvent clairement sentir que Hadiar est un beau parleur qui sait exactement quoi dire, mais qui cache certainement quelque chose. Effectivement, quelques instants plus tard, il évoque sa fille de 13 ans et propose un mariage entre elle et le prince. Arslan ne se précipite pas pour répondre. Il déclare simplement qu'il souhaite faire ses preuves et recruter davantage de soldats pour vaincre les Lusitaniens. Au-delà de cela, il doit s'attaquer aux problèmes existants au sein de Pars en commençant par la libération des esclaves. Ottier hoche la tête avec approbation et loue la vision du prince, mais ne s'engage notamment pas à rejoindre sa cause. Ce soir-là, Ottier a préparé des chambres privées pour chacun d'entre eux. Dans l'obscurité, Arslan regarde depuis sa chambre et voit des gens travailler en dessous, en pleine nuit. À ce moment-là, Ottier frappe à la porte, demandant une conversation privée avec le prince. Les 4 autres, placés dans une pièce séparée, comprennent tous le véritable objectif d'Ottier, faire de sa fille reine et utiliser le titre de beau-père du roi pour s'emparer du pouvoir. Narcisse reconnaît également qu'Ottier isole délibérément le prince de ses compagnons. Une fois la discussion terminée, Arslan voit rapidement Ottier sortir de sa chambre. Une fois certain que les pas se sont estompés au loin, Arslan se précipite immédiatement vers le balcon pour exécuter une sorte de plan. Dans l'autre pièce, Darion craint que les hommes de Atyr ne se retournent contre eux à tout moment et il serait imprudent de se faire de lui un ennemi maintenant. À ce moment-là, Jiv sent quelque chose et dégaine son épée, se précipitant vers le balcon. Il s'avère qu'Arslan a grimpé le long du rebord du balcon, dépassant les gardes pour atteindre leur chambre. Une fois réunis, Arslan raconte sa conversation avec Ottyr. Le vieux seigneur lui avait posé 2 conditions. Tout d'abord, faites de sa fille la reine. Deuxièmement, abandonner ses réformes, notamment la libération des esclaves. Arslan n'a pas donné de réponse immédiate, disant seulement qu'il déciderait dans la matinée. Après avoir tout entendu, Narcisse expose le prochain plan. Arslan doit quitter cet endroit immédiatement. Jiv est chargé d'escorter le prince et d'alerter Ferengis, qui se trouve dans une autre pièce. Dans l'obscurité, Ferengis et Jiv observent également des soldats lusitaniens se glisser tranquillement dans la forteresse. Dans l'autre pièce, Darion est éveillé, se rappelant les derniers mots de Varys et Carline avant leur mort. Il réveille Narcisse pour parler. Ils ont tous deux des doutes sur la véritable filiation d'Arslan, spéculant qu'il pourrait en réalité être le fils du défunt roi Osros, le frère aîné d'Andragoras, même si, logiquement, cela semble presque impossible. À ce moment, Elayam revient de ses recherches et apporte quelque chose qu'il a trouvé au plafond. Narcisse renifle et le laisse immédiatement tomber dans l'eau. Ottier avait prévu de les droguer tous pour les endormir, puis de prendre Arslan pour lui pendant la nuit. Jiv revient également pour signaler la situation chaotique à l'extérieur. Les soldats de la forteresse ont encerclé la chambre d'Arslan. Quand Adir frappe à la porte, Arslan l'ouvre. Déjà entièrement blindé et prêt au combat, Ottyr tente immédiatement de convaincre Arslan qu'avoir Darian et les autres autour de lui est un handicap dangereux et propose de s'en occuper en son nom. Arslan refuse naturellement, mais Ottyr persiste, insistant sur le fait que les idéaux du prince sont terriblement erronés et que les poursuivre laisserait les habitants de Pars dans une situation encore pire que sous l'occupation lusitanienne. Arslan n'est catégoriquement pas d'accord. Il sort de la pièce et fait signe à tout le monde de se révéler. Atyr est stupéfait de les voir tous bien réveillés, mais ils ne perdent pas de temps à s'occuper de lui et se déplacent rapidement pour quitter la forteresse avec Arslan. Au moment où leur calèche s'apprête à repartir, Ottier se précipite à nouveau, proposant même que ses hommes conduisent les chevaux. Son plan est immédiatement repéré par Ferengis et Jiv qui abattent ses hommes implantés d'un seul coup. Voyant que son stratagème a échoué, Atyr se coupe les 2 côtés du visage et ordonne à ses soldats d'attaquer. Darion descend immédiatement de cheval, dégainant son épée. Sa redoutable réputation suffit à elle seule à faire trembler les soldats. Au-dessus, des archers les visent tous les 6, mais au moment où ils s'apprêtent à tirer, leur corde d'arc se brise en 2. Elayam les avait coupés sous le couvert de l'obscurité. Narcisse dit calmement à Ottier d'ouvrir les portes et de les laisser partir à moins qu'il ne veuille que cet endroit devienne une ruine déserte. N'ayant plus rien à perdre, Ottier renverse une torche et ordonne à ses hommes de charger. Mais ces soldats ordinaires ne font pas le poids face à eux. Un par un, ils tombent sur Darion, Narcisse et les autres. Voyant que le vent a tourné, Atyr tente de fuir mais est rapidement bloqué par Darion.
Lorsque le vieux seigneur tente d'attaquer Arslan, Darion n'hésite pas à l'abattre. Leur seigneur étant mort, les soldats se retrouvent sans chef et terrifiés. Ils n'ont d'autre choix que d'ouvrir les portes et de les laisser partir tous les 6. À l'extérieur de la forteresse, Arslan s'arrête pour réfléchir, puis se tourne vers les quartiers des esclaves. Il brise les serrures et libère les esclaves, annonçant la bonne nouvelle que Hader est mort. Cependant, contrairement à ses attentes, les esclaves entrent immédiatement en colère et tentent de le tuer pour venger leur maître. Darian doit agir vite, éloignant le prince et le mettant hors de danger. Il s'enfuit dans la forêt pour passer la nuit. Voyant Arslan encore ruminer ce qui s'est passé, Narcisse explique que bien qu'il soit un homme terrible, Ottier était toujours un bon maître envers ses esclaves. Narcisse le savait depuis le début, c'est pourquoi il a laissé Arslan en faire l'expérience et apprendre par lui-même. En vérité, Narcisse avait déjà fait la même chose. Après avoir hérité de la position de seigneur de son père, il affranchit tous ses esclaves et partit pour la capitale. Mais à son retour, il découvrit que chacun d'entre eux était redevenu esclave. Pour eux, servir un bon maître était encore un chemin plus facile vers la survie. Malgré cela, Narcisse exhorte Arslan à rester ferme sur ses convictions et à faire de son mieux. En regardant ces gens qui ont toujours cru en lui, Arslan se sent plus déterminé que jamais à devenir un roi vraiment digne. Après l'épreuve de la forteresse de Kashan, Arslan trace la prochaine étape pour tout le monde. Ils se dirigeront vers la forteresse de Peshawar. Pendant ce temps, dans la capitale d'Ekbatana, Giscard apprend que le clergé en dehors de la ville s'empare toujours des païens sans autorisation. Il ordonne immédiatement à ses soldats de les arrêter, quoi qu'en dise le grand inquisiteur Baden, par la force si nécessaire. À cette époque, Bad est en train d'exhorter le roi Innocente à offrir 10 000 pascaliens en sacrifice aux dieux. Pendant que le roi hésite, Giscard intervient et lui ordonne de ne pas continuer. Un tel acte ne ferait qu'engendrer davantage de haine parmi les masses et pourrait provoquer la population de Pars ainsi que les nations voisines. Baden rétorque que si quelqu'un ose résister, son armée lusitanienne peut tout simplement l'écraser. Néanmoins, Giscard insiste sur le fait que le grand inquisiteur ne doit pas outrepasser son autorité et risquer de dilapider la gloire des dieux. Baden révèle alors avec un sourire narquois que cette guerre sainte a touché les cieux et qu'il a donc déjà convoqué les fidèles serviteurs de Yaldabaoth pour renforcer la force de Lusitania. Effectivement, à l'extérieur de la ville, une nouvelle armée entre dans Ekbatana, les Templiers, sous le commandement direct du grand inquisiteur. À l'intérieur du palais, le général Sam repose toujours grièvement blessé dans une pièce séparée. Même lui ne comprend pas pourquoi sa vie a été épargnée. Au moment où il se réveille, un masque argenté apparaît dans sa chambre sans un bruit. Lorsque le personnage masqué enlève son masque, le général Sam est abasourdi. Car il s'agit de l'héritier légitime du précédent roi de Pars, le dirigeant légitime du royaume. Sam peut à peine en croire ses yeux. Cet homme n'était-il pas censé avoir péri dans un incendie il y a 16 ans? Silver Mask lui dit simplement d'y réfléchir avant de poursuivre leur discussion. En dehors de la ville, Arslan et ses compagnons continuent leur route, évitant les patrouilles ennemies en route vers Peshawar, où est stationnée la plus puissante armée parséenne restante. Les paroles de Narcisse de la veille résonnent encore dans l'esprit d'Arslan, le remplissant d'incertitude quant à son objectif. Quel chemin est le bon? Que signifie réellement être un bon leader? À ce moment-là, Ilham s'approche et lui suggère de ralentir son cheval. Arslan demande au garçon quel genre d'avenir il envisage pour lui-même. Quel genre de personne il veut devenir. Elam répond que son avenir est entre les mains de Narcisse et qu'il veut simplement continuer à apprendre sous la direction de son maître jusqu'à ce que ce moment vienne. Arslan confie alors ses propres angoisses quant à devenir un futur roi. Réconforté par les paroles d'Elam, il se sent un peu plus léger. Derrière eux, Jeeves ne peut s'empêcher de remarquer à quel point Larsaline est peu conventionnelle pour un prince, un membre de la royauté, qui se soucie autant d'un serviteur. Comme c'est étrange. Narcisse entend cela et sourit simplement car c'est la vérité. De retour à Ekbatana, Silver Mask regarde son propre reflet et s'enfonce dans les souvenirs du passé. À l'époque, il n'était qu'un garçon, un héritier tout à fait digne aux yeux de son père. Mais cette nuit même, son père fut assassiné par Andragoras et lui-même fut consumé par les flammes. Le souvenir attise sa fureur. Dans son plan, Arslan doit mourir. À ce moment, un domestique entre pour annoncer un visiteur. Dehors, l'un des vassaux de Silver Mask, Zantz, se présente. Il est venu remplacer son défunt père, Carlin, au service du prince. Zantz est convaincu qu'il peut tuer Darion et ramener la tête d'Arslan. Satisfait, Silver Mask accepte et envoie des Zantz pour mener à bien la chasse au prince. À la tombée du soir, Ferengis se tient au bord du lac et sent sa divinité envahir par une émotion de colère. Elle revient pour avertir tout le monde qu'un poursuivant assoiffé de sang est à proximité et les a rattrapés. Effectivement, dans l'obscurité de la nuit, les torches ennemies brillent.
Ils doivent à nouveau bouger tous les 6. Darien décide de rester sur place et de se battre seul pour qu'Arslan et les autres puissent s'échapper. Bien que profondément inquiet pour son serviteur, Arslan accepte pour le bien de la plus grande cause et conduit le groupe dans la forêt profonde pour échapper à la poursuite. Après un certain temps de voyage, Arslan perd de vue Narcès et Pharyngis. Seuls Jeev et Elam restent à ses côtés. Elam exhorte rapidement Arslan à continuer d'avancer, lui assurant qu'ils se retrouveront tous à Peshawar. Ailleurs, Darion continue de combattre les forces ennemies le long d'une crête de montagne, avec Pharyngis fournissant son soutien par derrière. Après une lutte acharnée, le commandant de cette force ennemie apparaît, il s'agit de Zanz, venu venger son père. Zanz charge à cheval, renversant Pharyngis pour affronter Darion seul. La force de l'homme prend Darion au dépourvu et le met dans une position dangereuse. Heureusement, Pharyngis parvient à tirer une flèche qui tue le cheval de Zanz, l'envoyant s'écraser au sol. Darien saisit l'ouverture et attaque, bien qu'il ne parvienne finalement pas à achever l'homme. Avec l'arrivée de nouveaux soldats, les deux hommes n'ont d'autre choix que de faire demi-tour et de fuir. Sur la route, Darien admet qu'il s'est retenu contre Zanz parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à frapper un homme tombé de cheval. De l'autre côté, Jeev et Elam sont contraints de se battre au corps à corps avec des soldats ennemis qui ont rattrapé leur retard. Arslan se bat également, abattant les soldats qui s'attaquent à lui. Ils continuent leur route, mais cette fois l'ennemi utilise des flèches, abattant un cheval d'agneau. Jeev tire immédiatement Arslan vers l'avant pour l'empêcher de faire quoi que ce soit d'imprudent, mais Arslan n'hésite pas à se retourner et à tuer le soldat qui était sur le point de tuer son serviteur. Malgré tout, cet acte les laisse encerclés par les forces lusitaniennes. Jeev, observant de loin, laisse échapper un profond soupir. Il laisse tomber les porte-monnaies qu'il a collectés sur le sol, obligeant les soldats à s'arrêter net dans leur élan et à se précipiter les uns sur les autres pour récupérer l'argent. Saisissant l'instant, tous les trois montent en selle et s'en vont. Ils traversent une grotte pour atteindre une impasse avec une rivière rapide qui coule bien en contrebas. Les soldats rattrapent leur retard mais ne trouvent personne. Leur chef suppose que les trois ont dû sauter dans la rivière et ordonne à ses hommes de fouiller en aval. Profitant de cela, Arslan et les autres, cachés sur un rebord juste en dessous du bord de la falaise, frappent immédiatement et tuent le commandant. Une fois qu'ils sont temporairement en sécurité, Elam se met à genoux et s'excuse auprès du prince de ne pas l'avoir protégé. Arslan lui dit aussitôt qu'ils sont amis, sans différence de rang ou de statut, et que s'entraider est simplement ce que font les amis. Il s'excuse ensuite auprès de Jeev de lui avoir fait sacrifier son propre argent et promet de le rembourser généreusement à leur retour. Jeev est surpris par une telle gentillesse et demande à Arslan s'il a pu être grandi en dehors du palais lorsqu'il était enfant. Arslan est surpris, mais acquiesce en guise de confirmation. Lorsqu'il était petit enfant, il vivait comme un roturier avec sa nourrice jusqu'à ce qu'elle et son mari meurent dans un accident, après quoi il fut ramené au palais. Cela ne fait que renforcer la conviction de Jeeves selon laquelle Narcisse a raison. Ce prince pourrait très bien accomplir quelque chose d'extraordinaire. Arslan continue ensuite le voyage vers Peshawar avec les autres. À l'aube, Darion et Pharyngis combattent sans arrêt les soldats lusitaniens. Ils doivent se regrouper avec tout le monde le plus rapidement possible pour se préparer à la prochaine bataille. Ailleurs, Narcisse roule à une vitesse vertigineuse. Il sent des dizaines de milliers de cavaliers chargés vers lui. Ils sont le clan Zaat. S'il ne les affronte pas, il n'y a pas de route plus rapide vers Peshawar. Les membres du clan Zaat chargent sauvagement, poursuivant une silhouette portant un masque argenté. Ils se heurtent bientôt aux soldats lusitaniens en utilisant les armes les plus brutales à leur disposition. Le chef du Zaat, Haltash, s'avance et demande aux soldats de laisser tomber leurs épées et leur or avant de partir. Parmi les soldats, Silver Mask s'avance lentement et tue le chef Zaat d'un seul coup, laissant tous les membres du clan Zaat figés sous le choc. La fille de Haltash est horrifiée par la mort de son père. Sans hésitation, elle et les membres de son clan saisissent leurs épées et leurs arcs et se lancent dans la bataille. Les deux camps subissent des pertes, mais Silver Mask reste impassible parmi tout cela, comme un arbre qui ne se plie jamais. La fille de Haltash, Alfred, se précipite furieusement sur Silver Mask avec son épée, déterminée à venger son père. Mais l'homme semble totalement invincible. Peu importe à quel point elle se bat, elle finit par être vaincue. Pire encore, ses camarades ont tous été abattus autour d'elle. Alors que Silver Mask se prépare à porter le coup fatal, Narcisse apparaît, chargeant directement au cœur des forces ennemies. Alors que les deux camps se préparent à se battre, Alfred se jette entre eux. Elle veut tuer Silver Mask de ses propres mains pour venger son père. Narcisse lui dit sans ambages qu'elle ne peut pas vaincre cet homme, puis s'avance pour affronter Silver Mask lui-même. Les deux échangent des coups acharnés, sans qu'aucun ne cède d'un pouce. En apprenant que son adversaire est Narcisse, Silver Mask lui ordonne de s'agenouiller et de promettre son service.
Narcisse se contente de sourire et dit que même si la maîtrise de l'épée de Silvermask est sans comparaison, il lui manque les qualités qui conviennent à un vrai roi, qualités qu'Arslan possède en abondance. Enragé, Silvermask décide d'abattre une fois pour toutes le stratège à la langue acérée, mais à ce moment-là, un grondement tonitruant éclate des falaises au-dessus. Narcisse profite de la confusion de l'ennemi pour se retourner et s'enfuir. Immédiatement, d'énormes rochers pleuvent d'en haut comme une tempête, ensevelissant les soldats ennemis sous eux. Lorsque l'éboulement dévastateur se termine, seul Silvermask reste debout au sol, complètement indemne. À ce moment-là, le personnage mystérieux surgit de sous la terre et se moque une fois de plus de Silvermask pour son échec. Au fond de la forêt, Narcisse a emmené Alfred avec lui dans sa fuite. Voyant son chagrin, il s'assoit tranquillement à côté d'elle. Malgré son chagrin, elle se souvient que cet homme lui a sauvé la vie et lui adresse ses remerciements. Narcisse révèle alors que l'éboulement était entièrement de sa faute. Gréé de lanières de cuir et de cales en bois, il transporte Alfred à cheval, fuyant les forces ennemies jusqu'à la tombée de la nuit avant de finalement s'arrêter. Une fois qu'Alfred s'est stabilisé après la perte de son père et de son peuple, elle décide de suivre Narcisse partout où son chemin le mène. Un mois s'est écoulé depuis la chute d'Ecbatana. En Lusitanie, le pouvoir a été divisé en 3 parties égales. Le premier appartient au grand inquisiteur Boden, le second au prince Giscard, qui bénéficie du soutien des officiers militaires, et le troisième au roi Innocent Ier, qui ne se soucie que de sa reine. Sans guerre à mener, des conflits entre les 3 factions commencent à faire surface. Cela commence par le meurtre d'Hildego, commandant des Templiers. Baden est furieux et part en trombe pour lancer des accusations, accusant le roi Innocent d'être responsable de cet acte. Innocente, alarmée, se tourne vers Giscard pour obtenir des explications. Giscard déclare clairement que l'homme assassiné a été retrouvé mort à côté d'une femme païenne et que sa mort était donc une punition divine de la part des dieux. Baden réoriente aussitôt ses accusations vers Giscard. Giscard n'y prête pas attention et révèle même qu'il a ordonné le retrait de la bannière de Yaldabaoth du palais, ce qui montre clairement son intention de diminuer le pouvoir de l'église. Dans sa fureur, Baden rassemble ses chevaliers templiers et quitte Ecbatana en marchant vers Mariam. Dans la forêt, Arslan, Elam et Jiv continuent de se diriger vers Peshawar. Inquiet que le prince se sente déprimé, Elam mentionne une légende sur une ville mythique du sud-ouest, une ville de piliers de bronze et de pierre, un endroit qu'Elam a toujours rêvé d'explorer. Laissant de côté les bavardages, tous les 3 peuvent désormais voir la forteresse de Peshawar au loin. Juste derrière, Ferengis et Darion combattent toujours les soldats lusitaniens alors qu'ils avancent. Une fois de plus, Darion affronte Zanz, qui reste déterminé à venger son père. Les deux s'affrontent une fois de plus. Au milieu de la bataille, Darion sent quelque chose se précipiter vers lui et lève sa garde juste à temps. L'attaquant annonce qu'il est venu porter secours à Zanz. Ferengis sent que la situation est devenue bien plus problématique. Leur ennemi utilise la sorcellerie. Malgré tout, Darion charge en avant pour combattre Zanz. Zanz lance des insultes à Darion, le traitant de traître pour avoir protégé le fils d'un usurpateur, se déclarant le véritable fidèle serviteur de Pars. Dans le feu de l'action, le sorcier frappe depuis l'ombre, forçant Darion à descendre de cheval. Zayn saisit l'occasion et se jette en avant pour lui prendre la tête, mais Darion esquive juste à temps. Alors que le sorcier prépare une autre attaque sournoise, Arslan apparaît comme un ange gardien pour protéger son serviteur. Le sorcier déplace sa cible et fait tomber Arslan de son cheval. Heureusement, Ilham est juste derrière pour le rattraper. Libéré de sa situation désastreuse, Darion fait appel à toute sa combativité et charge à travers d'innombrables soldats ennemis, se dirigeant droit vers le sorcier qui a menacé la vie du prince. Sur un autre front, Jiv arrive pour rejoindre Ferengis pour combattre les soldats. Xian s'accroche comme une sangsue implacable, attaquant sans cesse sans se fatiguer, pour ensuite être à nouveau abattu par Darion. N'ayant nulle part où fuir, il se tourne désespérément pour fuir. Darion ne le tue pas, mais Ferengis tire une flèche à sa place, faisant tomber Xanz de la falaise. Après la bataille, Darion, tout comme Eliam avant lui, s'agenouille devant Arslan et s'excuse d'avoir failli à son devoir. Le prince lui dit gentiment qu'ils doivent s'entraider pour tout. L'affaire étant réglée, ils repartirent, poursuivant leur voyage. Bien qu'ils se trouvent à peu de distance de la forteresse de Peshawar, les soldats lusitaniens s'accrochent à eux comme des sangsues, refusant d'abandonner la poursuite. Non seulement leurs ennemis sont derrière eux, mais une embuscade de cavalerie les attend juste devant eux. Voyant que leur proie a mordu à l'hameçon, les soldats derrière eux se jettent également en avant dans une charge désespérée. Mais à ce moment précis, l'oiseau Azraël descend du ciel pour les aider. De l'autre côté, Kishword, Nars et un contingent de l'armée parséenne ont déjà tendu leur propre embuscade.
Dès réception du signal, les troupes se précipitent pour attaquer l'ennemi et protéger Arslan, le futur empereur. Voyant leur nombre diminuer, les Lusitaniens restants se détournent immédiatement et s'enfuient. Arslan est ravi de retrouver Kishward et pousse un soupir de soulagement en constatant que Narcisse est également avec eux, étant arrivé avant même les autres, sans que personne ne s'en rende compte. C'est alors seulement qu'il remarque quelqu'un d'autre assis derrière Narcisse sur son cheval. Alfred démissionne et se présente comme la future épouse de Narcisse. Tout le monde reste sans voix. La forteresse de Peshawar n'a pas envoyé de renfort lors de la bataille précédente, car ses forces étaient chargées de défendre la frontière. Pour cette raison, sa force reste intacte, ce qui en fait la dernière force militaire survivante de Pars. Au moment où les portes s'ouvrent, les soldats aperçoivent le prince et éclatent de joie. En chemin, personne ne prête beaucoup d'attention à la gloire du moment. Au lieu de cela, ils sont tous enthousiasmés par la façon dont Narcisse a réussi à acquérir une femme pendant le bref laps de temps où ils ont été séparés. Narcisse demande à Alfred de clarifier la situation, mais plus elle explique, plus elle creuse sa tombe. Narcisse ne peut qu'insister sur le fait qu'il l'a simplement sauvé d'une attaque lusitanienne et rien de plus. Darion prend alors note du fait que Narcisse a été attaqué et demande des détails. Narcisse admet franchement qu'il a rencontré Silvermask et soupçonne que l'embuscade dans laquelle ils sont tombés pourrait être liée. À côté de Kishward se tient Bowman, et la vue de visages familiers remplit Arslan de joie. Laissant de côté les salutations, le prince partage son plan. Il souhaite que l'armée parséenne lance une contre-attaque depuis Peshawar, et il a désespérément besoin de leur soutien. Kishward, Bowman et les autres soldats n'hésitent pas à s'agenouiller et à promettre leur service à Arslan. Dans l'obscurité, Silvermask se tient dehors, regardant la forteresse de Peshawar. Même si l'ennemi s'est retranché à l'intérieur des murs, cette situation est loin d'être terminée. À l'intérieur de la forteresse, Jeev, fraîchement baigné, réfléchit aux événements absurdes des derniers jours. Bien qu'il ait été entraîné pour protéger un jeune prince et jeté d'innombrables fois en danger de mort, ce qui l'irrite le plus, c'est que celui qui combat aux côtés de Ferengis n'était pas lui, mais ce canaille de Darion. À ce moment-là, Arslan s'approche inexplicablement et s'assoit à côté de Jeev. Après s'être excusé d'être un fardeau, Arslan remercie encore une fois Jeev pour tout ce qu'il a fait au cours du mois dernier. Les deux se rapprochent un peu à cause de cela. Dans une autre pièce, Alfred fait irruption dans les quartiers de Narcisse à la recherche de son mari autoproclamé pour trouver Elam en train de ranger son maître. Alfred n'est pas trop déçu de la disparition de Narcisse et essaie plutôt de convaincre Elam de lui en dire plus sur l'homme auquel elle s'est attachée. Elam, agacée, rappelle à Elfried qu'elle devrait garder une certaine distance avec Narcisse. Ils se connaissent à peine et elle prétend déjà être sa femme. Les deux se chamaillent sans résolution et Elfried retourne en trompe dans sa propre chambre pour se plaindre auprès de Ferengis. Ferengs ne répond pas, concentré sur le réglage de son arc. Après avoir écouté, elle conseille simplement à la jeune fille que si elle veut vraiment être aux côtés de Narcisse, elle doit éviter de devenir un fardeau pour lui. Comme ils viennent tout juste de se rencontrer, elle devrait observer à distance et en apprendre davantage sur qui il est réellement. Alfred ne comprend pas pourquoi Narcisse s'embête avec de si grandes ambitions alors qu'il ne fait qu'inviter l'oppression de la noblesse. Ferengis entend cela et sourit simplement, sans un mot. Dans une autre pièce, Arslan, fraîchement lavé, revient jouer avec l'oiseau Azrael qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il se rend soudain compte que Soerush, qui vole toujours aux côtés d'Azrael, est introuvable. Kishward explique qu'il a envoyé l'oiseau avec une personne de confiance pour infiltrer la capitale en reconnaissance, mais cela fait plusieurs jours sans retour. Il craint le pire. Arslan ne peut s'empêcher de se sentir attristé. Mettant cela de côté, il partage une fois de plus sa vision avec Kishward pour son accession au trône. Kishward est étonné d'apprendre qu'Arslan a l'intention d'accorder la liberté à tous les esclaves. Arslan ne veut pas simplement les libérer de manière impulsive comme cela se faisait auparavant. Il souhaite d'abord élaborer un plan concret garantissant des conditions de vie égales à la population. Kishward ne s'oppose pas à Arslan, mais l'avertit que de telles actions pourraient se heurter à une résistance féroce de la part des seigneurs féodaux et lui coûter leur allégeance. Arslan en est conscient, mais il croit que même s'il chasse les Lusitaniens de Pars, le royaume ne pourra jamais revenir à ce qu'il était autrefois. Le moment venu, ils devront le rendre encore meilleur qu'avant. Le lendemain matin, Arslan apprend avec stupéfaction qu'ils ne peuvent pas mobiliser l'armée. Bowman déclare sans ambages que la précipitation ne résoudra rien. De plus, ils ne connaissent toujours pas le statut actuel du roi Andragoras. Il s'oppose au déploiement de troupes avant la fin de l'année et estime qu'elle devrait d'abord enquêter sur la racine du problème. Darion gifle immédiatement Balman au visage, accusant l'homme de ne pas être prudent, mais de simplement ne pas vouloir se battre.
Narcisse retient Darion avant que ses paroles ne deviennent encore plus dures, mais ne nie pas que Bowman soit lâche dans cette affaire. Bowman, furieux, quitte la réunion en trombe. Narcisse sourit alors d'un air entendu. L'homme fait seulement semblant d'être en colère pour pouvoir quitter la pièce et éviter d'autres questions. Après la réunion, Kishward prend Darion à l'écart pour parler. Le jour de la bataille, Peshawar reçut une lettre de Varys. Bien que Kishward n'en connaisse pas le contenu, Bahman a radicalement changé après l'avoir lu. Darion se souvient également de ce que Varys lui a dit avant de partir en guerre. Tout semble devenir de plus en plus imprévisible à ce moment-là. Rien de tout cela ne faisait partie des plans de Narcisse, ils ne peuvent donc en rester là que pour le moment. De retour dans sa chambre, Balman aurait seulement souhaité ne jamais avoir lu cette lettre afin d'avoir pu rester de tout cœur fidèle au prince. À la tombée de la nuit, Arslan se dirige vers le bord des murs de la forteresse pour contempler le pays, perdu dans des souvenirs doux amers. Enfant, il ne savait même pas qu'il était prince. Il a vécu une vie complètement différente. Des années plus tard, il retourna au palais et devint prince héritier. Puis Ecbatan tomba et il fut contraint de fuir vers une forteresse à la frontière. Tout a changé si rapidement, mais rien n'a été facile. Sans un plan suffisamment minutieux, son rêve d'inverser la tendance, de sauver ses parents et d'apporter la paix dans le royaume ne deviendra jamais réalité. À ce moment, quelqu'un d'autre apparaît dans la forteresse de Peshawar. Il s'agit de Silvermask, qui connaît cet endroit comme sa poche et s'y est glissé avec aisance. Bien qu'effrayé, Arslan dégaine son épée, annonce son nom et son titre et défie l'intrus de se battre. Le masque argenté se transforme en un sourire incontrôlable. Il dégaine sa lame avec l'intention de tuer Arslan lentement pour libérer la haine qui couve depuis tant d'années. Même si Arslan charge avec acharnement, il n'est pas à la hauteur de cet homme. Lorsque son épée est renversée, Arslan, désespéré, attrape la torche la plus proche et la balance sauvagement devant lui. À la vue des flammes, Silvermask recule de terreur. Saisi par le traumatisme de son passé, ce moment d'hésitation le met à nu. Ferenge se précipite pour attaquer et Narcisse et Kishward arrivent également à temps. Voyant la situation se retourner contre lui, Silvermask se retourne immédiatement pour fuir. Arslan demande à plusieurs reprises à connaître son identité. Dans un accès de fureur, Silvermask révèle qu'il est le fils d'Osros, l'ancien roi de Pars. Il s'appelle Hermès. Alors que tout le monde est figé sous le choc, Hermès se précipite pour tuer Arslan une fois pour toutes. Mais juste au moment où la lame est sur le point d'atteindre le prince, un autre personnage intervient et bloque la frappe. C'est Bamin. Dans le passé, Bamin était l'instructeur d'épée qui formait le jeune prince Hermès. Bowman invoque les paroles de Varys, qui lui a confié la protection du prince Arslan, devoir qu'il a désormais rempli. Il exhorte Silvermask à se retirer. Alors que les autres se précipitent, Hermès voit que la situation est vraiment désespérée et se tourne pour fuir. Darion veut le poursuivre, mais Bowman l'arrête. Il dit que si Hermès meurt, la véritable lignée royale de Pars disparaîtra à jamais. Tout le monde est abasourdi. À ce moment, Bowman ne peut plus tenir et s'effondre. Dans son dernier souffle, il demande pardon à Arslan et exprime son espoir que le prince devienne un grand roi. Puis il quitte ce monde. Alors que la tension atteint son paroxysme, un soldat arrive avec un rapport urgent. Une armée de 20 à 30 000 soldats sindouriens avance cette nuit même vers leurs frontières.